Que se passe-t-il ? L'EHESS et la ville de Paris présente. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Bonjour, merci d'être là pour cette conférence. Donc, il va porter, comme son titre l'indique, sur les fake news et les théories du complot. Alors, le sous-titre, renforcer l'esprit critique. Quand on pose cette question, souvent, il va de soi que c'est leur esprit critique qui est défaillant, pas le mien, pas le nôtre. C'est toujours comme ça qu'on pose la question de l'esprit critique. C'est les autres qui n'en ont pas. Nous savons que nous en avons beaucoup. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire peut-être un pas de plus, en essayant de renforcer l'esprit critique aussi concernant notre vision de leur esprit critique. D'essayer de saisir la question notamment, et c'est l'esprit de ce cycle, je crois, de se saisir de la question depuis les sciences sociales, depuis le type de recul, de distanciation que nous procure la démarche des sciences sociales. Et c'est pourquoi donc, je vais faire un cheminement en 3 temps. D'abord, je vais revenir sur la sociologie de la réception, donc un point de vue sociologique, étant moi-même sociologue. La sociologie de la réception et qu'est-ce que ça peut éclairer sur cette question de l'adhésion aux fake news et aux théories du complot. Puis dans un second temps, je parlerai d'histoire plutôt. Je reviendrai sur une perspective d'histoire des médias pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce phénomène actuel, comment on peut mettre en perspective les discours sur ce phénomène. Et puis il y a un troisième temps, puisque vous savez que le sociologue Durkheim disait que la sociologie ne vaudrait pas 1 heure de peine si elle n'avait pas des conséquences pratiques. Donc il y a un troisième moment qui consistera à réfléchir ensemble avec vous et aussi peut-être dans la discussion qui suivra aux solutions politiques qui peuvent être proposées face à ce problème, celles qui sont proposées, celles qu'on pourrait proposer, en les examinant donc du point de vue de ce qui aura précédé, c'est-à-dire de certains enseignements de la sociologie et de l'histoire. Voilà le parcours que je vous propose. Donc pour commencer, on va entrer un peu dans la question de la sociologie de la réception, qui examine la façon dont les personnes reçoivent les messages médiatiques, qu'est-ce qu'ils en font, quels sont les effets de ces messages sur leur comportement, sur leurs croyances. Alors, avant que la sociologie, à proprement parler, la sociologie de la réception ne se développe, après la Seconde Guerre mondiale, à la fin du XIXe siècle, se sont répandues des thèses que généralement on décrit comme thèse des effets forts, qui consiste à dire que les médias, et fin du 19e, on est évidemment à l'époque où explose, si je puis dire, la presse industrielle, la presse à grand tirage, qui révolutionne totalement, j'y reviendrai, le système médiatique. Et donc, il y a beaucoup de discours sur ce qu'on peut appeler les effets forts, c'est-à-dire l'idée que les médias captivent les publics, transmettent au public des croyances. Alors, avec 2 métaphores, l'hypnose et la seringue hypodermique. L'hypnose, donc, le média hypnotise ses lecteurs, ses lectrices, et les fait agir par suggestion. Et la seringue hypodermique, c'est l'idée qu'on prend un contenu, qu'on met dans une seringue, la seringue des médias, et on peut l'inoculer au corps social. On peut intoxiquer le corps social avec une croyance. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets forts. Or, à partir du moment où la sociologie va entrer en scène, la sociologie de la réception, après la Seconde Guerre mondiale, elle n'aura de cesse de montrer la limite de cette théorie des effets forts. En fait, cette théorie des effets forts, elle n'est pas scientifique, elle ne fonctionne pas du point de vue sociologique. Et il y a assez peu de résultats convergents en sociologie, mais là, je dois dire que depuis 80 ans, toutes les études convergent à montrer l'inanité de la thèse des effets forts. Donc, les médias ne nous influencent pas ni par hypnose, ni par seringue hypodermique. Ce sont d'autres mécanismes beaucoup plus complexes qui sont à l'œuvre. Alors, il y a un jalon très important qui sont les travaux des Américains Katz et Lazarsfeld, théorie de la communication à 2 étages. Bon, je vais ici, peut-être que certains connaissent cette référence, elle est vraiment une référence pionnière. Je vais évidemment simplifier les choses. L'idée, c'est simplement que lorsque nous recevons un message médiatique, nous ne sommes pas seuls face à ce message. Nous sommes dans des groupes familiaux, professionnels, amicaux. Nous sommes intégrés dans des groupes. Et donc, ce que nous allons penser de ce message, nous allons le partager à des proches, à des membres de notre famille, à des collègues. Et le sens du message va donc être, en quelque sorte, médiatisé par les normes de ce groupe, donc
ce groupe que Katz et Lazarsfeld appellent des groupes primaires. Donc en fait, c'est un modèle assez simple qui nous dit qu'il n'y a pas de relation individuelle de la personne aux médias. Il y a une personne intégrée dans un groupe, intégrée, encore une fois, je prends l'exemple dans une famille, par exemple, ou dans un groupe professionnel, dans un groupe d'amis, qui reçoit le message et qui le commente. Si par exemple, je sais pas, des groupes de jeunes qui vont aimer un certain type de musique, et si l'un des membres du groupe aimait, parce qu'il a vu une émission, par exemple à la télé, il dit « mais cet autre genre de musique est vraiment très intéressant », ça va être l'objet d'une discussion à l'intérieur de son groupe, peut-être d'une invalidation par ses pairs, qui vont lui dire « mais non, tu te trompes, c'est complètement nul ». Bon. Donc, c'est ce qu'on appelle la validation intersubjective, c'est-à-dire le fait que les messages sont réinterprétés à l'intérieur des groupes que Katz et Lazarsfeld appellent primaires. Donc, une communication, dit-il, elle a 2 étages, en fait. C'est jamais une relation directe, c'est une relation médiatisée par l'intégration dans des groupes. Il y a aussi l'apport des... Alors, tout ce que je suis en train de dire actuellement, évidemment, ça portait sur des médias comme la radio, la télévision, mais tout ce qu'on dit là, vous pouvez faire l'exercice de l'appliquer à la réception des fake news et des théories du complot sur Internet. Donc c'est juste pour éclairer le mécanisme est le même. Alors j'en reviens donc à ces Cultural Studies, qui sont un mouvement britannique, qui a aussi beaucoup contribué à remettre en cause ce modèle de la seringue hypodermique, ce modèle des effets forts, notamment Richard Hogarth, qui a beaucoup travaillé sur les classes populaires. Il y a la croyance, évidemment, quand on dit qu'il manque d'esprit critique. Qui manque d'esprit critique ? Les gens les moins diplômés, les femmes, les enfants. C'est ça la croyance, souvent. Alors, Hogarth, lui, il vient des classes populaires britanniques. Il peut observer de l'intérieur comment ces classes lisent le journal. Il développe notamment un concept, l'attention oblique, qui est que, en fait, ils lisent le journal, certes, mais superficiellement. C'est-à-dire sans forcément adhérer au message. De la même façon que dans les années 80 et 90, on a pu observer que des tas de gens mettent la télévision comme une sorte de bruit de fond. C'est pas parce que y a ce programme que forcément on s'y implique fortement, on y adhère. Ce sont 2 choses différentes. Donc, attention oblique, déjà, ça nous met un petit peu ça nous rend prudents sur le lien entre exposition à un message et adhésion au message. C'est pas parce qu'on est fortement exposé qu'on adhère forcément. Pensons à ça aussi pour tous les raisonnements par rapport à Internet. C'est pas forcément parce qu'on est exposé à une fake news qu'on y adhère, par exemple. Stuart Hall, lui, il a un modèle qui est très simple. Moi, j'en fais la promotion parce qu'il a l'avantage d'être très simple. Il nous dit, par rapport aux médias, il y a au moins 3 lectures. Il n'y en a pas une, mais il y a au moins 3 lectures possibles. Bon, qu'il appelle hégémonique, oppositionnel, négocié. Ça veut dire quoi ? Hégémonique, c'est quand vous adhérez au message. Oppositionnel, c'est quand, au contraire, vous rejetez le message. Donc, il y a déjà cette possibilité. Et puis, il y a négocié, c'est-à-dire vous adhérez à une partie du message. Prenons l'exemple par exemple, vous êtes né dans une famille de gauche et vous voyez Jordan Bardella à la télévision. Vous êtes né dans une famille de droite, d'extrême droite, vous voyez Jordan Bardella à la télévision, ça convient parfaitement à vos idées, vous adhérez, vous êtes dans une lecture hégémonique. Donc plus vous verrez ce leader à la télévision, plus vous adhérez. Maintenant, si vous êtes né dans une famille de gauche, vous voyez Jordan Bardella à la télévision, vous pouvez être dans une lecture oppositionnelle. Plus vous êtes exposé au message, plus vous vous construisez contre. Donc on voit que le message n'induit pas l'effet. C'est très important. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de Jordan Bardella à la télévision, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet par ailleurs. Mais en tout cas, ça n'a pas l'effet de faire forcément adhérer. Et puis négocier, ça veut dire, ce Jordan, vraiment, c'est quelqu'un qui est très lié à l'extrême droite, pas sympathique, mais quand même, là-dessus, sur ce point-là, il a raison, etc. Donc négocier. Bon, ça, c'est le modèle de Stuart Hall. Je le mentionne parce que là aussi, il permet de complexifier un minimum la question de la réception. Et encore une fois, de ne pas déduire de l'exposition à un message qu'on y adhère. Alors, ça ne veut pas dire que les médias n'ont pas d'effet. Si les effets ne sont pas forts, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Et là, il y a toute une tradition en sociologie qui a travaillé sur ces effets.
notamment Gabriel Tarde au début du XXe siècle, c'est un sociologue français, qui a montré qu'un des principaux effets des médias, c'est ce qu'on peut appeler la synchronisation. Ce terme n'est pas de lui, mais enfin, je pense, résume bien sa théorie. Les médias modernes nous synchronisent, ça veut dire quoi ? Nous font penser aux mêmes choses au même moment. Par exemple, actuellement, deuxième nomination de Sébastien Lecornu. Voilà. Depuis ce matin, vous entendez ça, etc. Ça veut dire que vous soyez dans le sud de la France ou dans le nord, vous êtes exposé à cette information. Vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, vous pensez à ça. C'est à ça que vous pensez. Et il y a bien d'autres événements de l'actualité auxquels vous ne pensez pas. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets d'agenda. C'est-à-dire que, comme l'ont dit les chercheurs américains McCombs et Shaw, cette phrase est assez, résume bien l'apport de cette tradition. Les médias ne nous disent pas ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser. Ils ne nous disent pas ce qu'il faut penser parce que si c'était le cas, il y aurait les effets forts. Mais en revanche, ils nous disent ce à quoi il faut penser. Et ça, en réalité, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements, de phénomènes qui passent inaperçus parce qu'ils ne sont pas dans l'agenda médiatique. Nous ne nous synchronisons pas dessus. Et un jour, nous les découvrons. Peu de gens savent par exemple qu'il y a une guerre au Soudan depuis 4 ans qui a fait 250 000 morts. Voilà. Par exemple, je prends cet exemple. On n'est pas synchronisé là-dessus. Donc, vous voyez que les médias ont quand même des effets politiques forts à ce moment-là, vu comme ça. Ils sont c'est ici essentiellement des effets d'agenda. J'ai mentionné 2 autres ouvrages de sociologues. Dominique Boulier, La conversation télé, c'était notamment sur le fait que les gens, le matin, la machine à café dans l'entreprise, discutent du programme télé de la veille. Ils montrent même, des fois, sans l'avoir vu. Je ne sais pas si c'est peut-être une expérience que vous avez faite. Vous parlez de quelque chose qui s'est passé la veille à la télé, vous ne l'avez pas vu, les autres vous en parlent et vous le commentez. Là, on retrouve cette idée de validation intersubjective où le sens du message, là c'est un cas extrême, vous ne l'avez même pas vu le message, mais vous créez le sens du message collectivement. Et la culture des sentiments, c'était une enquête sur les adolescents, les adolescentes dans les années 90. Alors peut-être que certains d'entre vous ont connu le programme qui s'appelait Hélène et les garçons, qui était très populaire chez les jeunes. Et l'autrice montre que, là aussi je vais simplifier, il y a 2 tranches d'âge, en gros, alors je ne sais plus exactement, mais disons les moins de 12 ans et les plus de 12 ans, les 12-15 ans. Tous ces adolescents regardent beaucoup le programme, sont fans du programme. Mais ceux qui ont moins de 12 ans disent que les personnages sont formidables, que l'histoire est formidable. À partir de 12 ans, 13 ans, ils disent que c'est un programme très nul. Mais ils le regardent. Et ils disent que les personnages sont nuls. Bon. Alors, d'où ça vient, ça ? Eh bien, elle essaie de montrer que c'est lié à des phénomènes d'intégration dans des groupes adolescents qui, à partir de 12-13 ans, si vous continuez à dire que vous trouvez que Hélène et les autres, ils sont super, vous êtes un bébé. Vous êtes un petit bébé. Donc, il faut montrer, il faut pouvoir dire qu'on a pris de la distance avec le programme. Là, je crois que c'est un bon exemple pour voir cette force des normes d'intégration dans un groupe. Et sur un autre terrain qui n'a rien à voir, comment on devient fumeur, comment on commence à fumer, c'est les mêmes phénomènes. Si après, dans un groupe, après 14 ans, tu ne fumes pas, tu es un bébé, tu es nul. Et en plus, si tu fumes d'une mauvaise façon, sans inhaler la fumée, tu es nul, etc. Donc, on a ces phénomènes d'intégration dans des groupes, on retrouve cette idée de groupe primaire qui fait que, au fond, l'attitude qu'on a vis-à-vis du programme, en l'occurrence, c'est bien sûr une attitude individuelle, mais elle est validée, elle est confirmée par le collectif dans lequel on s'intègre. C'est ça, en gros, l'idée, en tout cas, des sociologues. Donc, la force de l'intégration, conclusion de ça, en tout cas, le point de vue sociologique nous invite à ne pas réfléchir en termes individuels ou individualistes, plutôt à regarder les dynamiques du croire, qui sont collectives. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous regardez dans le débat public, quand on parle des questions de fake news et de théorie du complot, la plupart du temps, on est dans des raisonnements individualistes où il y a le message, l'individu. Paul Willis, pas besoin de le mentionner, c'est un nouvel exemple, en fait, de la force des normes d'intégration appliquées cette fois-ci à l'échec scolaire. L'intégration dans des groupes adolescents, c'est-à-dire qu'il y a 2 groupes, c'est dans les milieux populaires britanniques.
il y a tout un groupe de jeunes qui se font fort d'échouer à l'école, en fait, parce qu'ils ont une culture contre-scolaire, dite contre-scolaire. Donc, si parmi eux, il y en a qui commencent à avoir des mauvaises notes, eh bien, ça veut dire qu'ils ne font plus partie du groupe. C'est plus des durs. Ils collaborent avec l'ordre scolaire, etc. Donc là, vous voyez, c'est un exemple aussi très extrême pour montrer la force de ces logiques d'intégration dans des groupes. Ça veut dire aussi quelque chose. Face à ça, il y a une limite des arguments rationnels. Et là, on revient j'ai en toile de fond les fake news et le complotisme. Limite des arguments rationnels, ce qui ne veut pas dire qu'il est inutile, bien sûr, de discourir de manière rationnelle avec des gens qui sont dans de tels groupes. Mais ils peuvent être en fait non réceptifs à ces arguments parce que ce qui compte le plus, c'est de rester dans le groupe. Alors ça, on le voit, évidemment, un cas extrême, ce sont les sectes. C'est pour ça que j'ai mentionné le fameux livre de Léon Festinger, L'échec d'une prophétie. Donc Festinger était tombé sur une secte qui avait prédit la fin du monde, je ne sais plus exactement la date, mais du genre le 8 février 1954, ça sera la fin du monde. Donc il dit c'est génial parce que moi je crois que la fin du monde n'arrivera pas ce jour-là. Donc je vais aller dans la secte et je vais regarder comment ils vivent l'échec de la prophétie. Le fait que le 9 février, ils sont toujours en vie. Et sa surprise, c'est que on aurait pu s'attendre à ce que du coup, la prophétie ayant échoué, la secte s'effondre. Au contraire, elle se renforce. Et le gourou dit, écoutez mes amis, nous n'avons pas été assez bons pour mériter la fin du monde. Donc il faut continuer, Donc, vous voyez, ce mécanisme est très très fort. C'est des mécanismes de défense c'est des dénis de réalité, si on veut. Et donc, quand vous êtes face à des gens comme ça, et là, je pense théorie du complot aussi, etc., il y a toujours un mécanisme de défense qui leur permettront de ne pas être réceptifs à l'argument rationnel, et d'en tirer une autre conclusion, par exemple la conclusion selon laquelle vous, qui les contredisez, vous faites partie du complot. Quelque chose d'autre qui est dans Festinger qui est très important, c'est que les gens de la secte, d'abord, développent une éthique de supériorité vis-à-vis de ceux qui ne font pas partie de la secte, c'est-à-dire ils considèrent qu'ils sont des élus. Ça, vous le retrouvez souvent dans le complotisme, où les gens disent qu'ils ne sont pas, ils sont au-dessus de la masse. Et l'autre chose que montre Festinger, c'est que les gens de la secte évitent progressivement les interactions avec les non-croyants, avec les gens qui les contredisent. Ils rompent avec leur famille, ils rompent avec leurs amis. C'est aussi un phénomène qu'on observe très souvent chez les gens très complotistes qui généralement se fâchent, ou c'est plutôt les autres qui se fâchent avec eux et prennent leur distance. Voilà, et enfin, dernier point pour ces éléments de sociologie, c'est ce que j'appellerais l'impératif de scepticisme. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans des sociétés qui valorisent la critique. Le titre même que j'ai donné à cette conférence le démontre. Renforcer l'esprit critique. Il est bon d'être critique. Il est bon d'avoir un esprit critique. Ça va de soi pour nous. Et c'est vraiment une caractéristique de nos sociétés modernes. Rien à voir avec la situation dans une société médiévale, par exemple, ou antique. Les gens ne se donnaient absolument pas pour but d'être critiques, d'avoir de l'esprit critique. Ce n'est pas le but. Nous, c'est le but. Donc, si la plus grande défaut dans notre société, par exemple, c'est d'être naïf, de se faire avoir, de manquer de recul, de manquer de distance. Et pourquoi je dis ça ? Vous allez voir tout à l'heure que ça a son importance. C'est que, notamment chez les jeunes, il y a donc un devoir d'être critique. Mais pour être critique, il faut avoir les armes pour le faire. Et un des problèmes est qu'on n'a pas toujours les armes pour le faire de manière correcte, donc on le fait de manière, disons, caricaturale. Je reviens à cette diapositive. Donc depuis 1987, il y a des sondages sur la crédibilité à l'égard des journalistes. Et vous voyez que donc il y a un taux de défiance très élevé. Mais néanmoins, les gens regardent les médias. Donc ça, et par exemple, les gens consomment beaucoup Internet aussi. Donc, quand on confronte ces sondages aux études sur les pratiques,
on peut s'interroger, puisque c'est parfois les médias qui sont décriés comme les moins fiables qui sont les plus regardés. Et donc c'est là qu'on voit, à mon avis, l'impératif de scepticisme, c'est-à-dire que les gens se déclarent beaucoup plus critiques qu'ils ne sont en fait, parce qu'il y a cette attente, il y a cette valorisation de la critique. Je pense que ça c'est un point aussi très important. On est dans des sociétés critiques, dans des sociétés où il faut démontrer de la défiance, et ça pèse sur les comportements, mais plus encore sur les présentations de soi, les déclarations. Alors, bon, ça c'était quelques éléments. Tous ces éléments, je vais les rassembler dans la troisième partie, quand je vais vraiment venir sur la question de la régulation des fake news, du complotisme. Donc je passe à la perspective historique, donc je change un peu de discipline, encore que je commencerai par une référence, encore une fois, à un sociologue, Stanley Cohen, qui avait développé dans les années 70 une notion dont je vais ici me servir par facilité, j'allais dire. C'est la notion de panique morale. Il avait étudié un phénomène dans les années 60 qui était l'angoisse qui s'était saisie des élites face à la montée de groupes de rockers un peu violents, on va dire, quand même, dans la jeunesse. Et il y avait toute une campagne en disant la société est en pleine déchéance, ces groupes sont un danger pour la société, etc. Donc ce qu'il appelle panique morale, c'est la mobilisation, là il dit, vous voyez, des médias, alors, les évêques, les politiciens, autres personnes bien pensantes, montent au créneau pour défendre des valeurs morales, des experts reconnus émettent un diagnostic, etc., etc. Donc le phénomène, en fait, suscite une angoisse, une panique morale, notamment chez les élites. Alors, on peut penser, après on pourrait discuter ce concept qui a à mon avis quelques défauts, mais encore une fois, par facilité, je vais l'utiliser ici pour l'appliquer, alors sur le temps long, sur le temps historique long, à la question des médias. C'est-à-dire que régulièrement, à chaque moment historique où les médias ont changé de braquet, si je puis dire, le système médiatique a changé d'ampleur, on a assisté à ce genre de panique morale face à la nouvelle place que prenaient les médias et le journalisme. Depuis donc les débuts de l'imprimerie, je vais remonter donc très loin, mais je vais aller assez vite quand même pour arriver à aujourd'hui, je vous rassure. Donc des crises, des grandes crises dans l'histoire des médias, des moments où l'activité médiatique se transforme, des moments où apparaissent des critiques nouvelles des médias et des moments où les journalistes, les gens de presse inventent des dispositifs pour répondre à ces critiques. Bon, c'est quelque chose que j'avais développé dans un ouvrage ancien qui s'appelait Mauvaise presse, donc là je vais m'appuyer un peu là-dessus. Première des crises, tout simplement, j'irai assez vite, mais l'invention de l'imprimerie. Si vous voyez, je vais les lire peut-être, c'est assez savoureux de les lire et de penser à notre actualité. Donc c'est à chaque fois c'est des citations émanant de deux intellectuels du début du XVIe siècle. Je voudrais parfois qu'il n'y ait pas tant d'imprimeurs qu'il y en a, surtout dans notre Italie, puisque la grande majorité d'entre eux manquent totalement de culture. Par conséquent de soins, il serait peut-être plus satisfaisant et plus utile d'avoir des livres moins nombreux, mais corrects, que des livres nombreux et bourrés de fautes. Et puis un autre néerlandais dit que l'étudiant se méfie des livres comme de serpents venimeux. Ils contiennent des discours oiseux, des bêtises, des barbaries. Ces livres que nous voyons circuler en abondance pour la plus grande honte des érudits. Donc contrairement à ce qu'on pourrait en croire, les intellectuels n'étaient pas très favorables à l'imprimerie, une partie d'entre eux en tout cas. Et ça c'est très important, vous allez voir. Fin XVIIIe siècle, il y a un deuxième grand moment d'extension des médias, un développement considérable des imprimés, l'accès aussi croissant de la population à la lecture et à l'écriture, une inflation de la presse non autorisée par le pouvoir, donc il fallait un privilège pour éditer, et donc les gens éditaient ici sans autorisation, presse pornographique ou séditieuse, réaction, crainte des élites politico-religieuses, répression, déclaration royale de 1757. Donc vous voyez une déclaration royale qui se termine par punition de mort quand même, donc très répressif on va dire. Point peut-être plus intéressant pour nous, les élites dites progressistes qui
accusent elles aussi la presse d'entretenir la crédulité et l'ignorance. Alors des gens comme Rousseau ou Diderot, voilà ce qu'ils disent. Les journaux sont la pâture des ignorants, la ressource de ceux qui veulent parler et juger sans lire, le fléau et le dégoût de ceux qui travaillent. Et Rousseau, ce sont des ouvrages éphémères, sans mérite, sans utilité, dont la lecture, négligée et méprisée par les gens lettrés, ne sert qu'à donner aux femmes et aux sots de la vanité sans instruction. Donc, vous voyez que les grands hommes des Lumières sont assez critiques en réalité sur la presse. Et ce phénomène, et avec cette idée, alors bon, on peut appeler ça si on veut panique morale, au sens où ils voient proliférer dans la société des discours imprimés qu'ils jugent de faible qualité, remplis d'erreurs, remplis de croyances absurdes, et n'allant pas justement dans le sens des Lumières. Alors, réponse à ces critiques. On voit, alors là, toutes sortes d'historiens l'ont montré, émerger un nouveau principe d'autorité qui est l'opinion publique. Tout au long du XVIIIe siècle, cette opinion qui est considérée de plus en plus comme un tribunal de second recours, c'est-à-dire comme dans l'affaire Calas, par exemple, où Calas est condamné par les tribunaux, Voltaire se tourne vers l'opinion publique pour réhabiliter la mémoire de Calas, et l'opinion publique apparaît donc comme un tribunal de second recours qui est supérieur aux tribunaux d'État. Donc il y a cette idée que l'opinion publique, elle est supérieure, en fait, à la justice d'État. Journalistes et publicistes se déclarent comme les gardiens ou les éclaireurs de cette nouvelle entité, l'opinion publique. Cette opinion publique, elle doit être éclairée. Alors ça, c'est fondamental par rapport à notre situation aujourd'hui. Ce n'est pas, dit d'Alembert, ce n'est pas l'opinion, dit-il, de la multitude aveugle et bruyante. Il faut que ce soit une opinion rationnelle, éclairée. Et pour ces hommes des Lumières, cela veut dire que l'opinion, d'ailleurs, est unanime, parce que la raison amène à l'unanimité. Donc l'opinion publique, c'est pas une opinion vulgaire, c'est une opinion éclairée. Ceux qui donnent aux gardiens de l'opinion publique, les journalistes, les publicistes, les intellectuels, ce que le spécialiste de littérature Paul Bénichou a appelé un pouvoir spirituel laïque. Voilà. Donc un nouveau système dans lequel on va laisser l'imprimerie se développer, mais il y aura un nouveau principe, ce ne sera plus les tribunaux d'État royaux, etc. Ce sera l'opinion publique éclairée qui ordonnera les choses, qui hiérarchisera les valeurs. Alors tout ça fonctionne jusqu'à la fin, avec des hauts et des bas si je puis dire, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, où il y a une nouvelle transformation profonde du système médiatique à travers l'industrialisation de la presse. Il faut voir le choc que cela représente, puisque vers 1830, dans un pays comme la France, les plus gros tirages étaient à 25 000 exemplaires. En 1890, plus d'1 million. On passe de 25 000 à 1 million. Alors vous imaginez le choc pour les élites. Cette presse traditionnelle du 19e siècle, elle était chère, elle était par abonnement, elle était dite sérieuse, elle portait des articles sur le théâtre, sur la politique, sur l'histoire. Et là, cette nouvelle presse industrielle sont des feuilles de 4 pages, enfin c'est des journaux de 4 pages qui valent 5 sous, c'est-à-dire presque rien, qui sont quotidiennes, qui sont adressées à un public populaire, avec des gros titres, avec des images, avec des romans feuilletons, avec des nouveaux genres qui sont le fait divers, le reportérisme. Et puis on peut ajouter qu'avec cette industrialisation, il y a aussi le fait que les journalistes deviennent des salariés. Très important aussi. Donc un bouleversement considérable du système médiatique. Crainte, alors à chaque fois, je reprends mon modèle, panique morale, crainte des élites, alors on peut les appeler réactionnaires si l'on veut. La presse est accusée de dépraver les classes populaires, d'abaisser le débat public. Soit dit en passant, c'est ici que se logent les théories de l'hypnose et de la seringue hypodermique dont j'ai parlé tout à l'heure. Elles apparaissent exactement dans ce lieu-là, à ce moment-là. C'est-à-dire que ces théories visent à condamner une trop grande influence qu'on prête à la presse, à hypnotiser les classes populaires, à les manipuler, etc. Deux citations. La presse a bon marché,
réveille chez ses lecteurs les plus mauvais instincts, au risque de pousser à l'acte les esprits les plus débiles. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que lire des récits de crime pousse au crime. Lire des récits de suicide est suicidogène, comme on dit à l'époque, pousse les gens au suicide. Donc il va falloir protéger des publics contre ces mauvais discours, parce que ce public est fragile, il est vulnérable. On revient à ce que je disais tout à l'heure, l'idée que l'exposition à une information vaut adhésion à l'information. Donc si je montre des crimes aux gens, de la violence, ils vont devenir violents. On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Toutes les études, en tout cas sociologiques, montrent que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, pour des tas de raisons que j'ai déjà évoquées en fait, l'importance des groupes primaires. Mais en tout cas, c'est une crainte, une hantise, et vous voyez bien que ça débouche forcément sur des politiques de restriction de la liberté d'informer, puisque, on va dire, il ne faut pas publier certains contenus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi des craintes de la part de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté de ce qu'on peut appeler les élites progressistes, la gauche, où la presse est cette fois-ci accusée de dépolitiser les classes populaires. Toujours l'idée qu'aussi la presse a une influence sur les classes populaires, c'est plus la même, c'est plus de pousser au crime, c'est de dépolitiser. René Modiano, dans un livre qui s'appelle donc La presse pourrie aux ordres du capital, qui est un peu tardif, qui est 1935, René Modiano. Voilà ce qu'il dit. La grande presse, en multipliant les diversions autour du sport, des concours de beauté, des épousailles de la princesse Marina, aujourd'hui on dirait de la princesse Diana, bien sûr, tient le peuple à l'écart des vrais problèmes et contribue à l'abêtir. Donc, et la deuxième citation porte sur la question, cette fois, des maîtres secrets de l'industrie et de la finance qui possèdent la presse. Donc c'est les deux questions qui sont les deux craintes en fait qui sont mises en avant par les élites progressistes, c'est dépolitisation et abêtissement des classes populaires qui sont détournées de faire la révolution par des faits divers du sport et des histoires de princesses, et d'autre part, possession des médias par des groupes financiers, industriels, capitalistes qui donc empêchent la liberté, le pluralisme en tout cas. Voilà, on a tout un univers de critiques très très fort face à cette montée de la presse industrielle. Les réponses, alors il y a d'abord, on pourrait dire, oui, alors en 1881, il y a cette fameuse loi que tout le monde connaît, du 29 juillet, celle qui indique défense d'afficher, vous savez, dans les rues, on la voit encore parfois. Liberté de la presse, qui est une loi, Troisième République, qui est une loi libérale, et qui condamne les fausses nouvelles, les injures, la diffamation, mais qui a évidemment, par rapport aux critiques dont j'ai parlé, des limites, puisqu'elle n'interdit pas de publier des crimes, elle n'interdit pas de publier du sport, des faits divers, enfin voilà. Donc par rapport, elle n'intervient pas sur ce type de limitation. Donc elle répond mal ou insuffisamment aux critiques qui sont adressées à ce moment-là à la presse industrielle. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a un nouveau principe qui va progressivement émerger à cette époque, qui est le professionnalisme journalistique. C'est-à-dire que les journalistes vont devenir des professionnels, dotés d'une morale professionnelle, et qu'on pourra critiquer au nom de cette morale professionnelle. Ici, vous avez la carte du premier journaliste professionnel français. Pour ça, il a la carte numéro 001, M. Jacques Alexandre. Donc c'est suite à la loi de 1935 qui établit le statut professionnel du journaliste. Avant, il n'y avait pas de professionnels, on faisait ce qu'on voulait. Là maintenant, il y a des professionnels. Il y a des lois, donc j'ai indiqué la loi de la clause de conscience, c'est-à-dire, et ça c'est une réponse à la question de la propriété des journaux par des employeurs capitalistes. Si vous êtes journaliste dans un journal qui est racheté, dont les actionnaires changent, et vous n'êtes plus d'accord avec la nouvelle orientation politique, vous faites jouer la clause de conscience qui vous permet de partir avec des dédommagements assez importants. Donc c'est une loi, 1935, qui vise à protéger le journaliste de son employeur, à rendre le journaliste un peu plus indépendant de son employeur. Vous voyez ? Donc c'est une prise au sérieux des critiques qui étaient adressées sur la dépendance en fait du journaliste vis-à-vis de son employeur. Et puis, dans le même ordre d'idée, des lois antitrust qui empêchent, notamment après la Seconde Guerre mondiale, une trop grande concentration des médias. Ces questions, vous le savez bien, on pourra en parler tout à l'heure, sont redevenues extrêmement actuelles. Donc, une nouvelle étape avec une sorte de stabilisation, de deuxième stabilisation, et on en arrive enfin, excusez-moi, c'est un peu long, mais on en arrive enfin à notre situation aujourd'hui, avec une troisième crise, ou une quatrième crise, si on considère celle de la naissance de l'imprimerie. Donc après la fin du XVIIIe siècle, après la fin du XIXe, je dirais la fin du XXe,
dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. On pourrait y revenir, mais d'ailleurs c'est une crise qui commence même avant Internet, parce que c'est d'autres mécanismes qui l'enclenchent, mais évidemment Internet a joué énormément dans cette transformation générale du système médiatique. Développement d'Internet, explosion du nombre de sites d'information, des réseaux sociaux, bon, je ne vous apprends rien, mais aussi des chaînes d'information continue, mais aussi des professionnels de la communication dans les entreprises, les administrations, etc. Tout cela crée un nouveau système qui fait que, notamment la montée d'Internet, va transformer les équilibres à l'intérieur de ce système médiatique. Alors, Internet, c'est d'abord, lorsque ça apparaît, ça se développe dans les années 2000, je dirais, c'est d'abord pour certains un instrument pour critiquer les médias traditionnels. On le voit à cette époque avec un développement de sites et de forums de critique des médias qui mettent en garde contre la manipulation de l'information par les médias dominants, puis qui épinglent des journalistes des médias qui ne sont pas à la hauteur de leur morale professionnelle. Au fond, qui jouent ce que Pierre Rosanvallon a appelé une fonction de surveillance des élites. Deuxième élément, c'est que Internet sert aussi à contourner les médias traditionnels, selon le slogan « devenir soi-même le média ». Non seulement à critiquer les médias traditionnels, mais à faire sans eux, d'une certaine manière, ou à essayer de faire sans eux, en développant des sites d'information indépendants, et surtout, je dirais, des sites d'auto-publication, d'auto-promotion. Donc, si vous êtes un artiste, aujourd'hui, vous créez votre site, vous mettez directement à disposition du public des informations, etc. Et vous cherchez à faire connaître ces informations, mais aussi l'existence de certains phénomènes sociaux, l'existence d'œuvres. Vous essayez de les faire connaître, alors même que les médias conventionnels n'en parlent pas. On peut aussi mentionner ici les lanceurs d'alerte, comme la fameuse affaire Wikileaks, où là, on passe, alors d'ailleurs en collaboration en réalité avec des médias conventionnels, mais où on passe par Internet pour publier massivement des informations. Donc, il y a la fonction surveillance des élites. Deuxième fonction, contournement des médias traditionnels, devenir soi-même le média. Ça, je dirais, c'est ce qu'on pourrait appeler le Internet sympa. Mais à partir de 2010, on tombe dans un Internet beaucoup moins sympa, où, et c'était prévisible, qui va être reconquis en fait très rapidement par des raisonnements capitalistes et commerciaux, et aussi des raisonnements, j'y viendrai après, d'influence politique. Donc, vous avez des contenus informationnels qui sont sponsorisés, par exemple, sur des sites d'information, mais à l'insu de l'internaute, c'est-à-dire que vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous allez sur ce site d'information, sont mises en avant des informations, cette mise en avant a été payée, rétribuée, mais vous l'ignorez, on ne vous l'indique pas. Il y a les fameux algorithmes de recommandation, bon, c'est à soi seul une question qui vaudrait une conférence entière, avec les fameux bulles informationnelles, je pense que vous connaissez ça, donc les algorithmes. Par exemple, vous allez, sur le site de la FNAC, vous achetez un produit, on va vous proposer les produits qui risquent de vous intéresser. Et d'ailleurs, souvent, c'est le cas. Donc, vous allez acheter d'autres produits, ainsi de suite. Donc, l'algorithme est d'ailleurs assez performant, il arrive à bien détecter vos goûts. Mais le problème, c'est que vous êtes enfermé dans votre goût. Vous n'êtes plus confronté à des goûts différents. Et il en va de même pour l'information, c'est-à-dire qu'on va vous recommander des sites de gens qui pensent comme vous, et vous n'êtes plus jamais confronté à des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est ce qu'on appelle les bulles informationnelles. Enfin, troisième élément que je soulignerai, c'est les modèles économiques type appât à clic, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va être rentable ici? Ça va être le clic. C'est, comme on dit dans ce milieu, il faut que ça soit clicogène. Donc, sur les sites d'information, on va mettre un titre clicogène qui va générer des clics. Si au bout de 5 minutes, ça ne clique pas assez, on va changer le titre pour le rendre plus clicogène. Donc c'est vraiment des modèles économiques avec en plus des retours très rapides. On peut modifier le produit, si je peux dire, pour le rendre plus performant. Alors, appât à clic, ça veut dire qu'on va mettre en avant des choses qui vous font cliquer. Alors c'est vrai que les fake news, c'est merveilleux pour ça, parce que c'est difficile de résister quand même quand vous voyez certains titres, par curiosité, vous allez quand même dur de ne pas cliquer. Donc à chaque fois que vous cliquez, eux ils sont contents. C'est pour ça que derrière, en fait, concernant les fake news, ce qu'il y a derrière, c'est moins comme on le pense. C'est aussi, bien sûr, des gens qui ont des intentions politiques, idéologiques et ça, mais c'est surtout des gens qui ont des intentions commerciales. Commerciales, mais aussi
et aussi, des fois, c'est pas exclusif, ça peut être commercial et politique. Évidemment, des stratégies de communication qui envahissent le web, donc des sites de propagande, alors ça c'est bien connu, Russia Today, Sputnik, etc. Ce qu'on appelle les marchands de doute, ça je sais pas, je pense que vous connaissez aussi. Alors les marchands de doute, c'est des conseillers en communication au service des grandes firmes, des grandes entreprises. Par exemple, le tabac, c'est le tabac qui a été pionnier, mais les pesticides, etc., les énergies fossiles. Les marchands de doute ont pour but non pas de contester, par exemple, je prends l'exemple du tabac, ils ne vont pas contester directement qu'il y a un lien entre tabac et cancer. Le nombre de travaux qui le montrent est faramineux. Ils vont plutôt dire, bon peut-être, mais regardez, dans le Minnesota, il y a ce petit chercheur qui a montré que c'est pas si évident en fait, et qu'il y a peut-être autre chose, etc. Et donc, ils vont dire, la science, c'est le doute. Et donc, les gars, il faut rouvrir ils veulent rouvrir en fait les dossiers. Ils les contestent pas, ils demandent à les rouvrir. Réchauffement climatique, ok peut-être, mais on a quelques chercheurs qui mettent en doute ça quand même, etc. Origine humaine du réchauffement climatique, on a des chercheurs. Bon. Et donc, l'idée, c'est simplement de rouvrir la boîte du débat, de la controverse. Et donc, ces gens-là interviennent, c'est ça qui est très intéressant, non pas avec des arguments anti-scientifiques, mais au nom de la science. Donc, ils ne contestent pas formellement la science. Ils disent, soyons encore plus scientifiques, doutons des résultats. Donc ça, vous voyez, c'est quand même une stratégie de communication très élaborée, très fine en fait, qui a envahi énormément le web. Et ce qui est très intéressant, il y a des chercheurs qui ont montré qu'il y a des amateurs de sciences très présents sur le web, qui se laissent prendre en quelque sorte à ce jeu-là, en disant oui, ils ont raison quand même, le doute, il faut l'entendre, ce petit chercheur, etc. Et donc, se font les relais de ces intérêts de grandes firmes, mais je dirais, sans être tribués d'ailleurs, au passage, mais de bonne foi. C'est très pernicieux dans le sens où ça se fait, je le répète, au nom de la science. Et stratégie de communication politique de certains leaders, bon, Trump ayant été sans doute un des pionniers aussi dans cet usage des fake news à visée politique sur Internet. Alors, face à ça, on a une panique morale. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme de panique morale, parce que je trouve qu'il dit quelque chose d'intéressant sur le fait qu'il y a une panique, une angoisse, mais il a l'air de dire qu'elle n'a pas de fondement en fait. Or, une panique morale, on pourrait dire, pourrait être fondée. C'est pas le problème. Je prends le mot panique morale plutôt en tant qu'il y a une mobilisation des élites face au nouvel état du système médiatique. Alors, il y a deux, trois choses à dire peut-être ici. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour l'instant en tout cas, les médias traditionnels restent dominants par rapport à ce qui se passe sur Internet. Et ça se voit dans ce qu'on appelle les effets d'élection, de consécration. Je reprends mon exemple de quelqu'un qui publie ses œuvres lui-même sur son site ou qui publie des informations sur son site. Le jour de la consécration, c'est le jour où les médias traditionnels vont faire mention de son site. Ce jour où il va passer au journal de TF1, on va dire, voilà. C'est une consécration en fait, parce que la fréquentation de son site va centupler, voire plus. Ça va avoir un effet énorme. D'autre part, donc, il y a une sorte de prestige. C'est quand même, à l'heure où nous parlons, peut-être que ça va évoluer, les médias traditionnels qui restent le lieu de la consécration. Alors, je dis ça juste pour relativiser l'idée que Internet aurait plus d'importance aujourd'hui que les médias traditionnels. C'est pas du tout évident. Et si on revient à la question que Shaw et McCombs appellent l'agenda médiatique, c'est plutôt les médias conventionnels qui produisent l'agenda médiatique que Internet. Ce qui veut dire que sur Internet, il peut y avoir des choses qui mobilisent les gens sur Internet, mais qui n'apparaissent pas du tout dans les médias conventionnels. C'est d'ailleurs souvent l'objet de la critique. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, il est clair que Internet perturbe le jeu traditionnel entre les médias et les élites, politiques et économiques, et suscite la critique, l'inquiétude des pouvoirs. Internet a été accusé de déstabiliser les institutions. Et là, je ne me prononce pas, je ne dis pas que c'est à tort ou à raison. Enfin, si, je dis que c'est à tort ou à raison, pas forcément à tort. Soupçon d'ingérence de la Russie, rumeurs sur Emmanuel Macron durant la campagne de 2017, etc. Bon, ça c'est bien connu. On voit apparaître, c'est dans ce contexte qu'apparaissent les mots qui nous intéressent aujourd'hui en fait, qui n'existaient pas avant. Fake news, post-vérité, théorie du complot. Des inquiétudes sur la crédulité des gens qui résonnent avec les inquiétudes dont je parlais à la fin du XIXe siècle. C'est les mêmes structures. Et ces termes, théorie du complot par exemple, qui apparaît à ce moment-là, qui est moins un terme descriptif que péjoratif. En fait, c'est une accusation. Quand vous dites théorie du complot, c'est une accusation. C'est pas simplement un terme qui décrit. Et il en va de même pour fake news, une critique en fait. Donc, c'est des termes qui sont des réactions à la situation et qui donc viennent aussi, comme dans les crises précédentes, non seulement
des élites que j'ai appelées réactionnaires, mais aussi des élites progressistes. C'est ça qui est très intéressant. On a vu dans les crises précédentes, les élites progressistes, les Lumières, la gauche française du début du XXe siècle, tout ça, critique aussi. Hein. C'est pas simplement une critique réactionnaire, il y a les deux. C'est ça aussi qui me paraît très intéressant, il faut savoir distinguer la motivation idéologique des différentes critiques. Alors, voilà un peu la situation où nous sommes rendus. Et donc maintenant, je vais en arriver à mon troisième point, donc la question de la régulation. Que faire face à ça et face aux problèmes qui nous sont aujourd'hui posés. Alors d'abord, on pourrait dire, il faudrait souligner, me semble-t-il, les limites des principes régulateurs précédents. Vous vous souvenez que mon idée, c'est que dans les crises précédentes, elles se sont stabilisées à travers l'émergence de nouveaux principes. L'opinion publique d'abord, l'opinion publique éclairée. Puis ensuite, au XXe siècle, le professionnalisme des journalistes. Alors, l'opinion publique éclairée, évidemment, ça reste un principe régulateur, ça reste un principe de référence, bien sûr. Mais face aux fake news et aux théories du complot, on voit que invoquer l'opinion publique éclairée, c'est faible. C'est devenu faible. Mais nous avons ce second principe, le professionnalisme des journalistes. Donc quand les journalistes font mal leur travail, on peut les renvoyer à leur morale professionnelle. On peut leur dire, vous avez un code de conduite, une éthique, certes. Mais là, le problème, on peut le faire, on doit le faire en démocratie, bien sûr, il faut le faire. Mais le problème, c'est que les fake news et théories du complot, c'est surtout sur Internet, c'est pas les journalistes. Donc, ce second principe qui est très important et qu'il faut maintenir, bien sûr, le professionnalisme des journalistes, il ne nous permet pas non plus de réguler les fake news et les théories du complot. Donc, on a deux principes qui sont encore tout à fait valables, mais qui touchent leurs limites. Alors, si on regarde ce qui est en train de se passer, et on regarde l'émergence d'un nouveau principe, y a-t-il un nouveau principe qui est actuellement en train d'émerger ? Parce que je tiens à souligner que ce n'est pas les sociologues qui vont déterminer le principe qu'il faut choisir, c'est pas ça. Nous, notre travail, c'est plutôt de voir comment la société elle-même produit elle-même actuellement des principes de régulation, ou pas, mais enfin, comment elle tente de le faire. Eh bien, il me semble qu'on peut parler d'un nouveau principe qui est l'impératif. Alors en anglais, accountability, traduit en français, reddition de comptes. C'est la traduction qu'a proposée Pierre Rosanvallon, que j'ai déjà cité. Reddition des comptes, rendre des comptes. Donc, c'est un principe dans lequel ceux qui gouvernent, par exemple, doivent rendre des comptes. Les entreprises doivent rendre des comptes. Les institutions doivent rendre des comptes. J'irais même jusqu'à dire les parents doivent rendre des comptes aux enfants. Enfin, vous voyez, on est dans ce type de mouvement où il faut justifier, expliquer, être transparent sur les décisions. C'est en tout cas une attente montante. Ce qui est intéressant dans ce principe de reddition des comptes, c'est que il rappelle que le public est bien fondé à vouloir vérifier l'activité des élites et des institutions. Donc, c'est normal de demander des comptes et des explications. Dans une démocratie, c'est normal. C'est pas pathologique. C'est normal. C'est important parce que par rapport à d'autres attitudes qui consistent à disqualifier toute demande de compte, là, on réaffirme que non, ça c'est tout à fait fondamental. Autrement dit, il est légitime que les institutions politiques, les savoirs scientifiques soient mis à l'épreuve des profanes. Vous voyez, le problème des dirigeants politiques, mais aussi des chercheurs, c'est qu'actuellement, ils sont sous la pression de critiques de leur travail, de leurs décisions qui leur paraissent souvent irrationnelles sur Internet. Et donc, la tentation peut être grande de dire « faites-les taire, ces critiques. Arrêtez de nous agresser. » voilà. Donc, rappeler ce principe, c'est dire d'abord que non, on ne va pas faire taire les gens, on va affirmer d'abord qu'il est légitime que les institutions politiques, scientifiques, médiatiques, judiciaires, etc. rendent des comptes. Mais si on regarde ce qui est en train vraiment de se passer, c'est une sorte de généralisation, ou on pourrait dire de retournement de cet impératif de rendre des comptes. C'est-à-dire que ceux qui demandent des comptes doivent être aussi capables d'en rendre. Donc, lorsque des internautes demandent des comptes, il doit être possible de leur demander des comptes. Donc, c'est pour ça que je parle d'une généralisation ou d'un retournement de l'impératif. Les pouvoirs qui tentent de contrôler Internet doivent répondre à la critique de manque de transparence, les plateformes à la critique de leur manque de professionnalisme, etc. Donc tous les acteurs doivent pouvoir rendre des comptes et s'efforcer d'être transparents. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on voit émerger, je vais y revenir, mais je voulais juste dire un mot de cette loi qui a été votée il y a maintenant assez longtemps, en 2018, contre la manipulation de l'information. Donc une loi qui s'applique notamment lors des périodes de campagne des élections nationales. Je voulais m'attarder pour montrer à la fois ce qui, à mon avis, est totalement inopérant dans cette loi et ce qui va, au contraire, dans le bon sens. Ce qui est inopérant, disons, c'est ce qui relève de la judiciarisation,
c'est-à-dire, à mon avis, d'un modèle qui est en partie dépassé. Le CSA pourra suspendre, voire révoquer la convention d'un média sous influence d'un État étranger dont l'autorité indépendante jugerait qu'il propage une fausse nouvelle. C'est typiquement donc une mesure de censure, si l'on veut. Le juge en référé pourra faire retirer, déplacer en 48 heures un contenu. Alors, je vais m'attarder sur ce second point. Donc, la loi dit, si vous êtes un homme politique, dans la campagne par exemple présidentielle, vous êtes attaqué, par exemple, comme l'a été M. Fillon, a été attaqué à un moment. Bon, il pourra porter plainte pour propagation d'une fausse nouvelle, d'une fake news, si vous voulez. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Devant le juge en référé qui, en 48 heures, pourra demander à retirer l'information. Mais vous voyez le problème. Comment le juge en 48 heures peut être sûr que c'est une fausse nouvelle? Si vous prenez le cas de l'affaire Fillon. Alors si le juge dit, au bout de 48 heures, je suis incompétent pour savoir si c'est une fausse nouvelle, eh bien, il est certain que ça vaudra comme, pour beaucoup de gens, ça vaudra comme une approbation de la fausse nouvelle. On dira, puisque c'est pas condamné, c'est que c'est vrai. Si maintenant il retire l'information, évidemment, ça sera liberticide. Donc en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que cette loi ne sera jamais appliquée, en fait. Je peux vous dire, c'est inapplicable en réalité. L'autre chose, c'est le transfert de la responsabilité juridique vers les plateformes. Donc ce qui est en train de se mettre en place en Europe. Et à l'époque, il y avait déjà le cas allemand. Donc ce n'est plus le juge qui dit s'il faut retirer une fausse nouvelle, c'est la plateforme qui doit faire le ménage. Or, comme ces plateformes ont des buts commerciaux, ils le font faire par des robots. C'est comme ça qu'il y a eu ce cas fameux. Le robot avait détecté un enfant, des images où on voyait des enfants et des parties du corps adulte dénudées. En l'occurrence, c'était des seins de femmes. Et il en avait conclu que c'était des images pédopornographiques, il les a supprimées. Or, c'était des images qui émanaient d'un site pour l'allaitement naturel. Donc, vous voyez, ce genre-là, c'est une grossière erreur, si je puis dire. Mais il est certain que les plateformes, avec les robots et avec une espèce de standardisation en fait, du contrôle, risquent de ne pas trop s'embarrasser et dès qu'il y a un doute, de sortir l'information. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui disent que c'est un risque liberticide et surtout aussi d'une certaine manière, on déresponsabilise le juge et la justice est rendue par des opérateurs privés. C'est ça la critique. Donc tout ça, à mon avis, n'est pas très convaincant et un petit peu en retard, et y compris peut avoir des effets contre-productifs, comme je le disais, par rapport au fonctionnement actuel des médias. Par contre, dans cette même loi, il y a des choses qui, à mon avis, vont dans le bon sens, c'est tout ce qui est lié à la transparence. Obligation, par exemple, je parlais des contenus sponsorisés, eh bien, lors des périodes électorales, alors on se demande pourquoi seulement lors des périodes électorales, c'est déjà un premier pas, les contenus d'information sponsorisés devront apparaître clairement sur les sites. Vous devez savoir qui paye l'information, s'il y a quelqu'un derrière qui paye l'information que vous lisez. Et normalement, il y a aussi des mesures de transparence sur les algorithmes. C'est pas très bien respecté parce que les algorithmes, c'est assez jalousement gardé par les plateformes. Mais si on connaissait si les internautes connaissaient le fonctionnement des algorithmes, vous voyez, c'est cette idée de rendre des comptes. C'est-à-dire, est-ce que la plateforme peut rendre des comptes sur ces algorithmes? Et on en arrive à un troisième point, vérification collective, c'est-à-dire ce que la loi appelle un devoir de coopération des réseaux et des fournisseurs d'accès, qui doivent donner à l'internaute des moyens de signaler. Donc, ça aussi, d'ailleurs, ça peut donner lieu à des débordements, mais le fait est qu'on dit aux internautes, si vous voyez ce que vous considérez comme des fausses informations, eh bien, vous pouvez le signaler et nous, on va le prendre en compte. On va mener une contre-enquête, on va vérifier ce qu'il en est. Mais le point qui est intéressant ici, c'est cette idée de coopération, l'idée que le travail se fait collectivement. Ce n'est pas simplement un agent qui le fait, c'est toute la communauté, tout le monde peut participer à la régulation d'Internet. Donc ça, juste sur ce point-là, parce que c'est évidemment fondamental, c'est l'idée que la meilleure régulation sur Internet, c'est celle qui est produite par les internautes collectivement. Par exemple, Wikipédia, voilà, un média collaboratif, tout le monde peut participer à Wikipédia. Une étude qui montrait que pour les notices des personnalités, alors ça ne marche que pour les personnalités très connues, hein. Jean-Paul II, je sais pas, Elton John, je sais pas quoi. Je prends que des références anciennes, excusez-moi. Eh bien, ces notices sont moins fautives que l'Encyclopædia Britannica, par exemple. Donc, c'est moins faux, Wikipédia est plus performant, a moins de fautes que des dictionnaires encyclopédiques traditionnels.
C'est vrai pourquoi c'est vrai sur les personnalités? C'est que si vous faites le test tout à l'heure, vous allez changer, vous dire, mettez un changement dans la page Jean-Paul II, et vous dites, je sais pas quoi, Jean-Paul II était protestant. En 10 secondes, ça va être corrigé. Parce qu'il y a tellement de monde qui regarde ça, qui intervient. Si vous mettez une erreur, elle est corrigée par la collectivité. Si vous allez sur ma propre notice, vous pouvez mettre des bêtises, ça va mettre beaucoup plus de temps à être corrigé, parce que c'est très peu fréquenté. On voit la force du collectif. Bon, il en va de même pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que si vous tombez sur une information, vous dites est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est une fake news? Eh bien, vous mettez ça dans un moteur de recherche et vous allez trouver des sites qu'on appelle de debunking, une sorte de contre-expertise, si vous voulez, qui vont vous aider à comprendre l'origine de cette information, etc. Après, vous faites votre opinion, bien sûr. Pas un site qui a raison par rapport aux autres, mais c'est le fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pluralité de voix sur Internet. Ce que je veux dire aussi, c'est que sur Internet, toutes les ressources pour pas se faire avoir par Internet. Et donc, on en arrive donc à l'idée que sans rien retirer de tous les modes de régulation juridique qu'on a déjà, notamment la loi de 1881 et les principes que j'ai énoncés, opinion publique éclairée, professionnalisme des journalistes, on va peut-être vers cette généralisation de l'impératif de rendre des comptes qui permet une régulation collective, à mon avis, la plus adaptée car la moins liberticide. Voilà, donc conclusion de tout cela. Pourquoi le détour historique, même s'il peut être un peu fastidieux, est important? Je crois que c'est parce que ça évite de se tromper d'époque, c'est-à-dire d'essayer de mobiliser aujourd'hui des recettes qui valaient peut-être dans le passé, mais qui ne valent plus. Je donne un exemple. J'ai un collègue qui a dit il suffirait de faire un organisme public de vérification officielle des nouvelles. Je lui dis tu vois bien le problème, ça renforce le complotisme. Ça sera ce que Orwell appelait le ministère de la vérité. Plus on va faire ça, plus on va dire voici la vérité officielle validée par le gouvernement, par l'État, plus les complotistes seront à l'aise en disant ben voilà, vous l'avez bien dit, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça ne marche pas. Cette façon de faire ne marche pas. C'est pour ça que je dis ne pas se tromper d'époque, ne pas évidemment rejeter les principes dont nous héritons de nos aïeux, si je puis dire, des principes de liberté d'information et liés à cette question d'opinion publique et au professionnalisme journalistique et peut-être néanmoins s'intéresser à l'émergence d'une nouvelle attente, c'est je dirais la vérification collective et la reddition de comptes qui est quelque chose d'encore d'émergent et quelque chose au fond dont la responsabilité porte sur chacun d'entre nous en réalité. C'est-à-dire que là ce qui est intéressant c'est qu'on est tous responsables de la vérification, de la qualité en fait de ce qui se passe sur Internet, à travers à la fois ce qu'on consomme et à la fois les attitudes qu'on promeut et notre façon de consommer, c'est-à-dire notamment cette question de l'enquête. Voilà, alors j'en viendrai à cette conclusion que ce qui importe, c'est cette notion d'enquête. On le voit à travers le développement donc, de ce qu'on peut appeler des contre-sites, des sites de fact-checking, ce que je l'ai déjà évoqué, des sites qui permettent de se faire une idée, d'avoir des informations sur l'information qu'on a. Ça ne veut pas dire, je le répète, que ces sites disent plus vrai que les autres. C'est à nous de faire notre opinion en faisant la confrontation de ces sources d'information. Éducation aux médias, bon, il y aura beaucoup de choses à dire, on y reviendra peut-être. Apprendre à mener l'enquête, c'est la même chose. Apprendre aux jeunes à aller chercher la contre-information, en fait, on pourrait dire. C'est que quand vous avez une information, et surtout si vous en doutez un peu, allez chercher la contre-information. Allez chercher au plus loin, j'allais dire, de cette information. C'est ça une enquête. Alors, ça veut dire une enquête, il faudrait préciser. Donc, une enquête scientifique, dans l'esprit scientifique, c'est une enquête contradictoire. Judiciaire aussi, d'ailleurs, c'est contradictoire. Journalistique aussi, d'ailleurs, c'est contradictoire. Ce sont des enquêtes fondées sur le principe de contradiction. Les complotistes font beaucoup d'enquêtes, mais ce sont des enquêtes qui ne sont pas contradictoires, ce sont des enquêtes à charge, par exemple. Donc, à chaque fois qu'ils tombent sur une preuve qui va dans leur sens, ils la gardent. À chaque fois qu'ils tombent sur un élément qui ne rentre pas comme élément de preuve de ce qu'ils veulent démontrer, ils l'éliminent. Faire une enquête contradictoire, c'est lorsqu'on rencontre quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'on a prévu, au contraire on le garde, parce que c'est précieux, parce que ça va permettre d'avoir un raisonnement qui englobe l'ensemble, la preuve et la contre-preuve, si je puis dire. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est pas simplement l'enquête, j'aurais dû rajouter, c'est vraiment l'enquête de type scientifique, de type journalistique judiciaire, même si on ne demande pas aux gens d'être des scientifiques, pas du tout, ni des juges, ni rien du tout, d'avoir quand même l'esprit de l'enquête contradictoire.
Ça revient aussi à inverser la charge de la preuve, hein, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire quelqu'un assène quelque chose, reddition de compte, c'est-à-dire tu vas rendre des comptes sur ce que tu as dit, où sont tes preuves, etc. Et casser les bulles informationnelles. C'est pour ça aussi qu'on est dans... C'est pas la cause, hein, mais c'est un symptôme aussi d'une société dont on dit, vous savez, qu'elle se polarise. Elle se polarise parce que aux États-Unis, on le voit encore plus nettement, parce que les gens ne discutent plus avec ceux qui pensent différemment. Et ils ne voient plus que des gens qui pensent comme eux. Et c'est vrai des deux camps. Hein. Et donc, casser les bulles informationnelles, c'est quelque chose qui en fait appartient plus à l'infrastructure du web, c'est-à-dire notamment à ces questions d'algorithmes en fait. Et donc il faudrait réguler les algorithmes pour avoir des choses qui nous enferment moins. Tout cela aussi doit nous amener une nouvelle culture, je crois, qui est moins une culture des arguments d'autorité qu'une culture de l'enquête, de la critique. Je donne un seul exemple, parce que moi, je travaille aussi sur ce sujet. Je fais des enquêtes dans les lycées, et je me souviens d'un lycée où l'enseignant avait dit au début de l'année, vous savez, Descartes, il faut douter de tout, dubito ergo sum, etc. On revient à ce que j'ai dit sur l'éducation à la critique et à l'esprit critique. C'est fondamental dans notre société. Mais voilà qu'au cours de l'année, un élève dit que la Shoah n'a pas existé. Ah, alors là, il y a deux solutions. Là, ce que le prof fait, il dit non, mais ça, on ne peut pas douter de ça. Monsieur, vous avez dit qu'on pouvait douter de tout. Ah, mais alors ça veut dire qu'il y a des choses dont on ne peut pas douter, comme par hasard, les juifs, tout ça. Bon. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes prof face à ça? On discute, j'ai discuté avec ce prof. Moi, je lui ai dit, à mon avis, il faut dire à l'élève, écoute, tu vas mener une enquête. Tu vas aller nous dire où tu as trouvé cette information, la Shoah n'a pas existé. L'élève revient le lendemain, j'imagine, ça c'est mon imagination, il revient, voilà, j'ai trouvé ceci. Ah, mais qu'est-ce que c'est une enquête? C'est contradictoire. Donc là, tu n'as que des sites qui vont dans le même sens. Va chercher d'autres sources d'informations. Et ainsi l'amener progressivement à comprendre ce qu'est une enquête contradictoire, pour qu'au final, l'amener de lui-même, si vous voulez, avoir cette attitude. Parce que si vous lui dites, vous voyez la situation, si vous lui dites ça non, c'est contre-productif. Justement, il y a une contradiction entre ce qu'on essaie d'enseigner et ce qu'on dit finalement. C'est pour ça que c'est des situations pédagogiques très compliquées. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. En plus, devoir faire une enquête, c'est toujours un peu plus coûteux, une enquête contradictoire, toujours un peu plus coûteux que de se reposer sur ses certitudes. Donc, c'est pas facile, mais pour moi, c'est la seule solution. Développer cette culture de l'enquête contradictoire, c'est la seule solution en termes d'éducation média, je me situe là, pour obtenir des attitudes qui soient adaptées aux défis de notre époque. Voilà, je m'arrête sur ces mots. Merci. On a maintenant pas mal de temps pour des questions. Monsieur, vous aviez posé une question, je ne sais pas si vous voulez qu'on y revienne ou plus tard. Je voulais vous remercier pour cette conférence et effectivement j'avais une question sur cette diapositive. Vous faisiez référence des sociétés critiques et l'évolution de la crédibilité des médias. Et j'ai pu observer que entre 2015 et 2016, effectivement, il y a eu une baisse qui me semble significative, je ne suis pas certain au niveau statistique, des différents médias, la radio, journal, télévision, internet. Et j'étais curieux de savoir quel événement sociétal a mené à cette chute significative de crédibilité entre 2015 et 2016. D'accord, merci beaucoup. Il y aura beaucoup de choses à dire sur ces sondages Lacroix. Sur la baisse, je dirais deux choses. D'abord, on demande aux gens avec cette question, est-ce que les choses se sont passées vraiment ou à peu près comme le journal, la radio le raconte. Or, ils mettent ensemble ici, les choses se sont passées vraiment ou à peu près. Et ça veut dire qu'il y a deux autres réponses qui n'apparaissent pas sur le graphique, mais qui figurent ailleurs, qui est ça s'est tout à fait passé comme les médias le disent, et ça s'est pas du tout passé comme les médias le disent. Alors, imaginez-vous répondre à une question en disant ça s'est tout à fait passé comme les médias le disent. Je pense que dans notre société, vous passez un petit peu pour naïf. Vous allez plutôt avoir tendance à dire à peu près comme les médias. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait comme les médias le disent, c'est assez naïf. Et à l'inverse, c'est étonnant aussi parce qu'il y a assez peu de gens qui disent ça s'est pas du tout passé. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui disent ça s'est pas du tout passé. Pas du tout. Donc ça, je disais ça pour illustrer mon propos sur l'obligation de scepticisme. C'est compliqué dans notre société de dire ça s'est tout à fait passé comme les médias disent. Ça serait vraiment faire preuve d'une sorte, à l'évidence, d'une sorte de manque d'esprit critique. Alors après, la deuxième chose, c'est que moi, en tant que sociologue,
j'attribue pas forcément à un événement une fluctuation de ce type. Oui, alors c'est ça. Alors si vous voulez, je trouverai toujours des choses pour dire ces variations sont dues à tel événement. Mais d'abord, on n'en sait pas grand-chose, le sondage ne le dit pas. Mais je pense que c'est plutôt un ensemble de transformations, disons, sociales, dans le rapport à la politique, des élections. Pour répondre à votre question, c'est ça que je voulais dire, c'est très difficile de laisser un événement en particulier. Et ça demanderait, pour le savoir, en fait, plus d'enquêtes pour voir comment les gens changent d'opinion ou changent de croyance. Ce que je peux dire à coup sûr, c'est que là aussi on demande, c'est des sondages adressés à des individus. Or, comme je le disais au début de mon propos, les changements d'attitude sont collectifs en fait. Donc, c'est la méfiance vis-à-vis des médias, à coup sûr, c'est une méfiance partagée par leur cercle familial ou par leur cercle professionnel ou par leur cercle, amical. Il est très probable que ce soit une dynamique collective. C'est vrai que si on voulait aller plus loin en sociologie, on irait plus vers les gens, comprendre leur milieu et comment le milieu a réagi, par exemple, à tel ou tel événement. Par exemple, au Covid, c'est la période suivante, mais par exemple, à l'élection de Trump et tout ça. Parce que, par exemple, vous avez des milieux sociaux qui n'ont rien à faire de la politique. Donc, c'est difficile de dire que c'est parce que c'est l'élection de Trump. C'est très difficile. Donc là, on est obligé d'aller voir, en fait. Donc, qu'il ne faut pas surinterpréter, qu'il n'a pas une énorme valeur, aussi pour les raisons que je disais, des surdéclarations d'attitude critique. On se déclare toujours plus critique qu'on est en réalité. Et c'est bien normal, si vous voulez, vous n'allez pas passer votre temps, ou alors vous devenez complètement parano. Je ne sais pas si vous écoutez une radio, j'en sais rien, moi, vous écoutez France Inter, le journal de 8h le matin, première information, je ne suis pas sûr que c'est vrai, il faudrait que j'aille vérifier. Deuxième information, mais c'est pas sûr du tout, il faudrait que j'aille vérifier. Enfin là, tout le monde va dire, c'est pathologique. On n'est pas tout le temps à douter en fait. On doute quand il y a quelque chose, c'est bizarre ce truc, ça ne correspond pas à notre stock d'attente, de connaissances. C'est vraiment étonnant. Voilà, c'est pour ça que les gens déclarent beaucoup plus de critiques qu'ils n'en font, mais c'est parce que c'est normal et on n'est pas, encore une fois, tout le temps à avoir cette distance critique. On tombe dans une sorte de paranoïa. Enfin, ça devient très compliqué. Alors, après, dans certains profils de complotistes très hard, oui, c'est comme ça. Ça devient très paranoïaque, mais même plus d'ailleurs parce que comme les médias conventionnels ne disent plus jamais la vérité. C'est même pas, ils la disent pas parfois, ils la disent plus jamais. Donc il n'y a pas besoin en fait de s'embêter avec ces médias conventionnels. Enfin, il y a une certitude, c'est qu'ils ne disent pas la vérité et ils ne la disent jamais. C'est vrai que c'est apaisant d'une certaine manière. Il n'y a plus à s'en préoccuper. Voilà, je sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais... Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. C'était plus des réflexions que vraiment des questions. Je me demandais l'importance de la temporalité, d'une part, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle on va passer d'une information qu'on va juger fausse ou pas fausse, ou à laquelle on va adhérer ou douter. Et on va très rapidement passer à autre chose et on va pas prendre forcément un temps. Alors ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'injonction. Donc l'importance de cette injonction d'avoir une opinion qu'on va retrouver dans les discussions un peu générales. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement en France, peut-être que c'est culturel aussi. Il faut avoir une opinion sur une information assez rapidement qu'elle apparaît dans on va dire, dans l'espace médiatique. Sur la temporalité, en fait, je me dis que si je me retrouve avec un avis, donc arrive une information qui va à l'encontre de mes croyances ou de ce que je pense, et que je vais me renseigner sur cette information, je reste de mon côté de mon opinion, mais je vais me renseigner avec les opinions opposées et les opinions qui vont dans mon sens. Même si globalement et rationnellement, je vois que probablement mon opinion originale était fausse, je vais rester accroché à ma croyance, parce que c'est la position de confort. Mais ceci, ça va durer un certain temps. Et si je vais réfléchir à cette information et revenir sur plusieurs jours, au bout de plusieurs jours, finalement, peut-être, je vais finir par adhérer à la position qui est la plus raisonnable selon moi. Sauf que si je prends pas cette temporalité de plusieurs jours ou de revenir sur cette réflexion, je vais rester sur mon émotion qui était de dire je préfère ma position de confort et je vais rester sur ma croyance. Merci pour ces questions. Peut-être je commence par vos derniers propos. Vous voyez, ce qui est très intéressant là quand vous racontez l'évolution de votre opinion ou de votre croyance, c'est que vous dites « je », ce qui est normal. Mais on oublie les interactions avec les autres. Et si vous vous mettez dans la perspective de ce que j'ai dit au début de mon propos, ce qui va compter en fait, au bout d'une semaine, si vous changez d'avis,
c'est que peut-être vous allez aussi avoir discuté avec des gens, vous allez avoir rencontré dans votre entourage, même si vous n'avez pas un très grand entourage, des personnes qui vont avoir émis d'autres avis que les vôtres ou convergents avec les vôtres. Donc votre opinion va être en quelque sorte soit renforcée, soit un peu fragilisée par les attitudes. Et ça va dépendre de votre relation avec ces gens. Ce que je veux dire, c'est que vous ne vous conformez pas forcément à ce que disent les autres, parce qu'il y a aussi des gens que vous aimez pas trop. Et donc, à l'inverse, à la limite, s'ils adhèrent à quelque chose, vous allez avoir tendance... Bon, bref, ce que je veux dire, c'est toute une dynamique qui nous entraîne, et c'est ce qu'on appelle donc la validation intersubjective, validation entre sujets, donc c'est aussi une invalidation. Pourquoi ça marche pas, l'idée que le message rencontre un individu et le fait changer ? C'est qu'il y a deux éléments importants. Il y a celui dont je viens de parler, la validation intersubjective, et il y en a un autre qui est ce qu'on nous on appelle la socialisation, c'est-à-dire l'éducation, si on veut, qu'on a reçue, les normes qu'on a reçues au cours de notamment de son enfance et puis après de sa vie professionnelle, etc., qui font que quand un message vous arrive, vous avez déjà vos normes, une vision du monde en fait. Ça va faire que le message va être bien reçu, au contraire refusé, ou au contraire négocier, pour reprendre la partition de Stuart Hall. Mais dans tous ces cas, point important, c'est que vous êtes avec d'autres. Par exemple, vous allez vous sentir une fidélité à une idée, qui est en fait une fidélité à votre éducation, à des gens. Je prends l'exemple, vous allez dire, Jordan Bardella, il a peut-être un peu raison. Ah oui, mais moi je viens d'une famille quand même qui a lutté contre le fascisme, donc tout ça. Donc, vous avez des tiraillements comme ça. Les tiraillements sont liés aussi à des relations qu'on a avec d'autres personnes, des dynamiques. Voilà, c'était juste une petite remarque sur cette question de temporalité, de changement. Ça explique pourquoi nous ne changeons pas radicalement, non. Mais comme vous l'avez dit, progressivement, par touche. Mais en fait, nous changeons, moi je dirais pour résumer, nous changeons de croyance et d'opinion parce que nous changeons de relations sociales, d'intégration, à l'intérieur de nos cercles, de position professionnelle, de position parentale. Vous voyez, il y a une vie qui se transforme, des relations. Et la société change, bien sûr, donc les relations qu'on a aussi. Mais est-ce qu'il y a aussi un lien même plus vaste que les relations entre les personnes, qui sont les relations entre les opinions qu'on a aussi? C'est-à-dire que changer sur une opinion peut faire changer beaucoup de choses. Ouais, mais ça, si vous voulez, bon. Un genre d'inertie, quoi. Oui, mais ça, c'est une approche où vous faites comme si les opinions étaient détachées des corps. Et moi, je considère plus la socialisation, c'est-à-dire c'est des corps humains qui produisent des opinions, mais avant tout, ils produisent des relations. C'est-à-dire que le défaut qu'il peut y avoir quand on autonomise les opinions, c'est qu'on tombe dans ce qu'on peut appeler un peu l'intellectualocentrisme, c'est-à-dire un débat où on fait comme s'il n'y avait que des arguments, etc., des choses très rationnelles, alors que dans la réalité, comme je le disais, beaucoup des attitudes qu'on a ne sont pas du tout réfléchies à ce niveau-là, sont assez spontanées, des attitudes de loyauté, de fidélité, de sympathie, d'amour, de répulsion. Si tout le monde réfléchissait à un niveau très, entre guillemets, rationnel, argumentatif, alors la régulation par l'opinion publique éclairée suffirait. Mais non, il y a des choses qu'on va dire, je mets des guillemets, parce que ce n'est pas mon vocabulaire, mais irrationnelles. Pour moi, ce n'est pas irrationnel, mais c'est pour ça que je mets des guillemets. Mais disons, non réfléchies, on va dire plutôt non réfléchies, instinctives, qui ne sont pas de l'instinct, qui sont liées à la socialisation, donc c'est l'instinct social, on va dire, qui nous meuvent des réactions spontanées, par exemple. On est indigné spontanément. Vous avez souvent fait l'expérience, peut-être avec des amis, que vous êtes super indigné par un truc, et la personne à côté de vous l'est beaucoup moins. Bon, ça vient d'où ça? Vous voyez, ça vient de mon individualité, certes. Ça vient aussi de votre éducation, de votre socialisation, de plein de choses liées aux relations dans lesquelles vous êtes. Et donc, voilà. Juste, je voulais dire un truc sur la temporalité, parce que je voudrais évoquer ça, parce que c'est une autre question très importante, c'est l'accélération de l'information et le fait qu'un clou de l'actualité en chasse un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ça, demain on n'en parle plus du tout. Aujourd'hui on vous matraque avec ça, demain c'est autre chose. Donc c'est ce qu'on appelle, les journalistes sont conscients de ça, ce qu'on appelle le droit de suite. Moi j'ai appelé ça le contretemps, faire un contretemps, c'est-à-dire revenir sur quelque chose qui s'est passé. Il y a beaucoup de logique journalistique qui en dissuade. Les journalistes vous expliquent que ils chiffrent à l'appui, ça n'intéresse pas les gens. Par exemple, je ne sais pas moi, en 2001, il y a eu des attaques à l'anthrax. Et alors là, ça y allait, l'anthrax, ça psychose autour de l'anthrax. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu très peu de retours là-dessus. Alors, ça, c'est typiquement un contretemps. Voilà. Ou Mayotte, vous vous souvenez de Mayotte, il y a quelques mois?
Voilà. Si on fait un droit de suite, on va faire un reportage où on en est à Mayotte, ça va pas faire une grosse audience. Donc c'est pour ça qu'on a tous une responsabilité. Et c'est pour ça que ces effets de synchronisation et d'agenda sont fondamentaux. C'est-à-dire que l'effet des médias numéro 1, c'est de nous synchroniser. Aujourd'hui, France a battu Azerbaïdjan 3-0, le cornu, libération des otages, etc. Et demain, ça sera encore autre chose. Et c'est ça qui s'empare, en fait, si on veut, je mets des guillemets, j'aime pas parler comme ça, de nos cerveaux, c'est cette synchronisation. Donc la temporalité, elle joue comme ça. Il est très difficile de faire des contretemps. Et c'est un enjeu politique et démocratique d'arriver à faire des contretemps. Donc de revenir aussi sur des choses. Parce qu'après, évidemment, on a l'impression d'être ballotté par les médias. Et aussi, d'ailleurs, ça peut donner du grain à moudre aux complotistes qui ont l'impression que tout ça est manipulé pour nous imposer des éléments dans l'agenda. Et pour moi, c'est une question très importante. Peut-être que sur Internet, peut-être que dans l'édition, il y a aussi des médias qui ont des temporalités plus longues. Et c'est peut-être ça qu'il faut privilégier, en fait, si on veut ne pas être trop collé à l'actu. Essayer d'avoir des modes de consommation qui ralentissent, qui reviennent en arrière, qui sont sur peut-être d'autres supports médiatiques, des livres, des choses comme ça. On pourrait rajouter simplement que plus l'information s'accélère, et avec le nouveau système médiatique, elle n'a jamais été aussi accélérée. Plus en même temps, effectivement, il y a la question des archives, la question du recul historique devient importante, y compris dans un certain nombre de médias. On voit la question de la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a une appétence aussi à sortir pour peut-être les gens diplômés, etc. Je sais pas, j'ai pas vu d'études là-dessus, mais pour aller chercher une autre temporalité. Oui, merci pour cet exposé. Je voulais revenir sur la diapositive de la crédibilité des médias. Ah bon ? Voilà. Ouais, bon. J'aurais pas dû la mettre. Elle est bien cette diapo. Mais moi qui fais des mathématiques et des sciences, généralement les courbes sont assez continues. Or celle-ci, elle est extrêmement hachée. Est-ce que ça accrédite le fait qu'effectivement les opinions se propagent de façon un peu virale, y compris sur la crédibilité des médias ? Est-ce que c'est une explication sur le fait que cette courbe, elle est très hachée ou pas ? Alors en fait, la réponse à la question, c'est la toute petite remarque de détail que je faisais au début. Graphique tronqué. Parce que regardez, la variation c'est de 56 à 65, je lis en même temps que vous, 45 à 65. Si on avait une représentation 0-100, on aurait quand même quelque chose de plus moins haché dans ce sens. Bon, ça c'est déjà un élément de réponse. C'est amplifié parce qu'en fait c'est des méthodes graphiques pour rendre spectaculaire le résultat, qui sinon elle est un peu moins en fait justement. Si c'est trop lisse pour le journaliste, donc c'est pour ça je dis simplement ça. C'est une petite ficelle quand on regarde. Il y a deux choses à voir dans les sondages, c'est ce genre de graphique tronqué, et regardez le taux de ne se prononce pas. Parce que des fois, quand vous arrivez avec des sondages avec des taux à 40% de ne se prononce pas, la fiabilité scientifique est très faible. Et ces taux de ne se prononce pas sont provoqués par des questions qu'on pose aux gens alors qu'ils ne se les posent pas. Je me souviens d'un article d'un sociologue qui avait dit, alors à l'époque, je crois que c'était, excusez-moi, encore des vieilles références, Michel Platini, non c'était qui ? Non, l'entraîneur de l'équipe de France de football, je ne sais plus qui c'était, Henri Michel, doit-il rester à la tête de l'équipe ? On pose ça à un échantillon représentatif de Français, on obtient un taux de non-réponse, enfin de ne se prononce pas, n'ont rien à faire, ne savent pas que ça existe, astronomique. Mais ça n'empêche qu'on dit, les Français veulent que tu restes sélectionneur. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez fréquent dans les sondages. Si on veut une hygiène, disons, de lecture des sondages, il faut regarder en priorité. Le taux de non-réponse est un indicateur assez important de la fiabilité ou du manque de fiabilité d'un sondage et du caractère artificiel ou pas de la question qui a été posée aux gens. Alors après, c'est viral. Par exemple, si reprenons cette question de la viralité, moi je suis dans mon schéma, parce que viralité, c'est souvent pensé viralité entre individus. Moi je répète, pour mes individus, ils sont sociaux, ils sont dans des groupes. L'information se diffuse dans la société, mais elle se diffuse à travers des groupes, pas d'un individu à l'autre. Enfin, cet individu, il est lié à d'autres dans un groupe avec des normes. Ça veut dire quoi ? Avec des normes, ça veut dire qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Si je vous redirige une fake news très politique, qui n'est pas de votre bord politique, et que je ne l'accompagne pas d'un truc, regarde ce qu'ils ont dit, un truc qui montre que je désavoue, peut-être que vous allez vous dire, il y a une norme qui ne va pas être respectée. C'est pour ça qu'on ne peut pas réfléchir à la circulation de l'information comme si on avait que des individus identiques, en quelque sorte,
qui valent 1 à chaque fois et qui se diffusent l'information. C'est plutôt des groupes, c'est plutôt comme ça qu'il faut se les représenter, des groupes. Alors on peut appartenir à plusieurs groupes, ce qui fait qu'on peut être des gens complexes. Par exemple, je prends mon exemple d'une orientation politique. Je sais pas, moi, dans mon milieu, par exemple, les gens sont plutôt à gauche, mais alors si vous êtes d'extrême droite, voilà, dans votre milieu professionnel, vous n'allez pas forcément raconter à tout le monde ce que vous pensez. C'est des phénomènes très courants, ça. Hein. L'inverse est vrai. Hein, si vous êtes de gauche dans la police, par exemple, ou maintenant c'est dominante extrême droite, électoralement en tout cas, c'est pareil. Vous allez peut-être en rabattre sur. Donc là, on voit le poids de ces normes et de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut transmettre aux autres comme information et de l'attitude qu'on peut avoir quand on reçoit. Voilà, donc viralité, c'est vrai, il y a de la viralité. Et si on voulait l'étudier, il faudrait... c'est ça qu'il faudrait faire en sociologie. Il y a peu de gens qui le font. Il faudrait regarder la viralité en prenant en compte des structures. Et je pense que vous êtes mathématicien, donc il y a toutes sortes de modèles mathématiques pour rendre compte de ces clics, de ces clusters, de ces groupes, de ces logiques de groupes. Qui font, en fait, on pourrait dire que ces groupes sont plus ou moins, par exemple, poreux ou réceptifs à une fake news. Mais c'est plutôt le groupe que l'individu. Enfin, moi, j'aurais tendance à penser avec la notion de leader aussi dans les groupes. Pardon ? Avec la notion de leader dans les groupes, il y a des guides de pensée et puis ceux qui... Ouais, alors ça, justement, c'est l'idée de Katz et Lazarsfeld. Parce que je suis passé assez vite. Il y a leur première idée, groupe primaire. Et leur deuxième idée, c'est ce qu'ils appellent les leaders d'opinion. Donc ils prennent l'exemple, parce qu'en fait ils ont étudié une petite ville américaine des années 40 même, pardon, et ils ont essayé de comprendre comment les gens faisaient leur choix de céréales, de voitures et leur choix politique. Et donc ils ont vu l'importance de ces groupes primaires qui ratifient, achète ça, c'est la meilleure céréale. C'était aussi un dialogue vis-à-vis de la publicité qui pensait qu'elle avait des effets directs. Là on voyait que en fait, il y avait des gens, ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs. Et eux, Katz et Lazarsfeld, ils appellent des leaders d'opinion, c'est-à-dire des gens qui, dans le groupe, sont réputés s'y connaître en céréales. Alors bon, leur exemple, c'est la voiture. C'est-à-dire, je dois acheter une voiture, il y a mon cousin, il s'y connaît vachement bien, je vais aller lui demander conseil. Donc lui, c'est un leader. Donc, pour la publicité, l'idée, c'était qu'il fallait cibler les leaders d'opinion. Après qu'on ait lu Katz et Lazarsfeld, les spécialistes de publicité ont dit il ne faut pas arroser tout le monde, il faut cibler les leaders d'opinion parce qu'ils ont une influence sur les autres. Bon, il y a eu des débats là-dessus, est-ce que ça se marche aussi bien que ça, etc. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on voit que dans tout le développement de la publicité actuelle, moderne, le poids très important des influenceurs, mais les influenceurs pour promouvoir des produits, hein, donc des gens qui sont rétribués, qui sont des internautes, qui ont acquis une notoriété, un public, et qui placent des produits, en fait, ou qui vendent des produits en étant rétribués. Donc il y a une loi récente qui les oblige à être transparents. On est toujours dans cette logique de transparence, de rendre des comptes. Mais ce qu'on voit, c'est que ces influenceurs, ça ne marcherait pas si dans les groupes qui les suivent, il n'y avait pas à nouveau ce travail de validation intersubjective et à nouveau d'autres types de petits influenceurs, si vous voulez, de niveau au-dessous. C'est-à-dire que ça marche comme ça, en fait. C'est la personne qui va acheter à la fin les escarpins que l'influenceuse met en avant, elle va le faire avec ses copines, en discutant de l'influenceuse, en discutant d'une autre... Voilà. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que de dire simplement l'influenceuse pousse à acheter. Alors, c'est vrai, à un certain niveau de généralité, c'est vrai. Mais dans le détail, c'est beaucoup plus collectif et beaucoup moins une relation duale ou bilatérale. Bonsoir, merci. En fait, moi, je m'interrogeais sur l'actuel président américain qui cristallise et qui rassemble toutes ces questions-là. Et je me demandais, qu'est-ce qui se passe quand c'est ramené au plus haut niveau d'un État, qui plus est un des États les plus influents dans le monde depuis déjà longtemps. Et je trouve que il est rarement contredit, il y a rarement d'opposition qui lui est proposée, et notamment de la part des relayeurs d'informations, donc les journalistes, et même des hommes politiques, parce qu'on voit bien qu'ils font tout pour aller dans son sens, ne pas le brusquer. Et ça me fait aussi penser, est-ce que si demain on élit une femme ou un homme présidente ou président de la République chez nous, et que cette personne se mette à remettre en question tous nos fondements, est-ce qu'il nous faudrait ça pour commencer à réagir, quoi ? Voilà, j'avais envie de réfléchir à ça avec vous. J'imagine que vous parlez des journalistes américains, de ce qui se passe, pas les journalistes français, parce que les journalistes français ils critiquent plus facilement Trump quand même. C'est bien ça, hein, vous parlez des Américains. Du système actuel aux États-Unis.
où on a des institutions, des journalistes qui contestent, selon vous, assez peu le président Trump. D'abord, on pourrait dire que c'est quand même un trait des États totalitaires du XXe siècle, notamment du XXe siècle, d'avoir été propagateurs eux-mêmes de théories du complot et de fake news, même si on ne l'appelle pas ça comme ça à l'époque. Et Staline a développé des théories du complot, purgeait les gens, voilà. Les nazis faisaient pareil, des théories du complot, des bobards, des fake news. Donc, on voit que là, vous parlez d'une situation donc, où c'est l'État lui-même qui produit la désinformation. Et on pourrait dire que, évidemment, c'est un révélateur du degré de démocratie de ce pays. Donc, effectivement, moins c'est démocratique, plus vous pouvez avoir un État qui désinforme, et sa population, et les populations étrangères. Donc, c'est comme un baromètre, en fait. C'est un baromètre de la qualité démocratique d'un pays. Donc, si je vous suis, on peut très bien dire qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, le fait que lui, peut-être quand même il produisait encore plus de fake news et de théories du complot quand il était dans l'opposition. Et qu'arrivé au pouvoir, il en fait un peu moins parce qu'en fait, là, par exemple, avec l'histoire des dossiers Weinstein qu'il n'a pas voulu délivrer, enfin rendre public, il a été dépassé par sa propre base qui elle est restée complotiste en quelque sorte et qui l'a accusé lui-même d'être dans un complot. Donc c'est l'arroseur arrosé un peu. Mais ce que je veux dire, c'est il produit encore aisément des fake news, je pense, et des théories du complot, mais peut-être un peu moins parce qu'il est au pouvoir. Ça, peut-être faudra regarder ça. En tout cas, c'est un indicateur de la vitalité démocratique d'un pays, et c'est pour ça que ça nous intéresse dans tous nos pays. C'est pour ça que moi, mon propos aujourd'hui, c'était de montrer dans le mode de régulation qu'on veut avoir de ces questions, parce qu'il y a des possibilités de régression vers la censure, vers des mesures liberticides, que en fait c'est assez précieux. Il faut garder quand même ce droit de critiquer les institutions. Il faut garder ce droit de demander des comptes. Il faut garder ce droit d'avoir de la transparence. Évidemment, il y a des excès, parce qu'il y a des gens qui le font de manière violente. Moi, je connais des scientifiques qui me disent « Non, mais ras-le-bol, en fait. » La pression qu'ils subissent dès qu'ils font leur travail par des critiques. Bon. Mais moi, je leur dis, c'est quand même... On est une démocratie, c'est entre guillemets le prix à payer d'une démocratie. Donc, il faut réguler le phénomène, je suis le premier à le dire, mais pas avec les vieilles méthodes, parce que ces méthodes, c'est des méthodes liées plutôt à des régimes autoritaires. Hein, c'est le sens de ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu démocratique à lutter démocratiquement contre les fake news. Hein. Et on peut pas, si vous voulez, pour moi, je dirais, il y a trois positions possibles. Il y a la position qu'on pourrait dire libérale totale, qui dirait, on s'en fout. Les fake news, les gens, c'est aux consommateurs de faire son analyse, etc. Il n'y a pas à réguler. Position anti-régulatrice. Après, il y aura une position donc, autoritaire qui consisterait à dire c'est l'État qui va décider ce qu'il faut dire et pas dire. Bon, ça c'est la position. C'est Poutine le fait. Ça se fait aussi en Chine, ça se fait chez Erdogan, ça se fera peut-être bientôt chez Trump, je ne sais pas. Et puis il y a une troisième possibilité qui est d'essayer de trouver des moyens de régulation, donc de réguler. Pas de laisser faire, de réguler, mais pas de manière autoritaire. Donc c'est ce chemin-là, moi, que j'ai essayé d'indiquer aujourd'hui. Et je pense que c'est un enjeu très important. Je pense que si on laisse faire, ça ouvre la porte aussi à des gens qui voudront des solutions répressives. Et évidemment, les solutions répressives, on n'en veut pas non plus, me semble-t-il. Voilà, donc c'est ça le lien que je vois entre les complotistes, fake news et démocratie. Ça veut dire aussi que pour moi, je dirais... Je ne disqualifie pas a priori le complotisme, je le disqualifie à partir du moment où il dérape. C'est-à-dire l'impulsion première qui consiste à dire que peut-être il y a un lien entre Big Pharma et l'État dans la crise Covid. Je ne vais pas dire tout de suite que c'est n'importe quoi, d'abord je n'en sais rien en fait. Je vais dire plutôt qu'il faut mener une enquête contradictoire. Et je disqualifierai le propos à partir du moment où la personne, elle, refuse de faire une enquête en assénant ça comme une vérité. Et deuxièmement, fait une enquête, mais qui n'est pas une enquête contradictoire. Là, moi, je dis qu'il y a problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas se ruer en disant, dès qu'il y a complotisme, c'est pas bien. On est quand même dans des démocraties. Critiquer les institutions dans une démocratie, c'est bien, en fait. C'est utile. Mais encore faut-il le faire d'une certaine manière. C'est-à-dire dans le respect de
de ces enquêtes contradictoires, de cette rationalité, si l'on veut. C'est là qu'est l'enjeu, en fait, pour moi. Bonjour, j'ai 2 questions qui sont indépendantes l'une de l'autre. Est-ce que le fait, votre position consistant à plutôt être autorisé et ne pas interdire, est-ce que ça irait par exemple jusqu'à autoriser le négationnisme concernant la Shoah ou par exemple réautoriser Russia Today ou les médias russes, y compris l'accès à Internet à ces médias? Et une autre question qui est complètement indépendante, vous avez parlé du fait que les opinions complotistes s'appuient sur une validation par le groupe, par souvent une éthique de supériorité où ils considèrent avoir une intelligence ou une compréhension supérieure à l'ensemble des gens qui ont des opinions différentes. Donc peut-être ce sentiment de supériorité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, dans l'autre sens, un biais d'opinion aussi fort sur les opinions mainstream? Je dis pas que c'est mauvais ou bien, peut-être ça apporte une stabilité ou quelque chose comme ça, mais par exemple, si vous avez des partis politiques qui ont, par exemple, à l'époque le Parti communiste, qui avait une base très populaire, eh bien le fait de dire moi je suis communiste, ça veut dire le type il a peur qu'on le considère comme bête. Donc, il va plutôt avoir des opinions qui sont proches de partis considérés comme plus intellectuels parce que ça lui donne une meilleure estime de lui et une meilleure estime par rapport à son groupe. De même, je vois l'exemple qui était cité par Trump tout à l'heure. Quelqu'un qui penserait que Trump aurait raison et qui fait partie d'une classe intellectuelle parisienne, il va avoir certainement un biais au-delà de faire semblant ou éventuellement même pas pour faire semblant. Il va avoir tendance à avoir une mauvaise estime de lui si jamais il pense que Trump a raison, parce que Trump, il est bête, il est méchant, je ne sais pas. Dans le milieu où il est, s'il est dans le Middle West, ça sera différent. Est-ce que ce sentiment, ces biais d'opinion qui sont liés au sentiment d'appartenance et à la supériorité vis-à-vis des autres groupes n'est pas au moins aussi fort dans les gens qui ont un positionnement mainstream que dans les gens qui sont complotistes? Et au-delà de ça, le fait que par exemple, si jamais ce biais était trop fort, ça signifierait qu'on serait toujours pour l'esclavage en Martinique, si jamais on pense comme en 1780, ou pour la monarchie absolue. Donc, les opinions qui sont discordantes ont fait changer le mainstream, finalement. Tort a raison, je rentre même pas dans ce qui est bien, ce qui est mal, voilà. Merci. Donc, la première, c'était est-ce que autoriser revenir sur la loi Guesso et revenir sur l'interdiction dans Russia Today. J'ai essayé de montrer les limites de la judiciarisation, mais j'ai pas dit que les institutions, enfin le cadre légal, notamment celui qui a été légué par la loi de 1881, qui est une loi libérale, qui est une loi mais qui permet quand même, si vous êtes diffamé, de vous défendre, s'il y a des fausses nouvelles, de vous défendre. Déjà, ce cadre-là, bien sûr, c'est un héritage à préserver, me semble-t-il, puisque le fondateur du caractère libéral de nos institutions en matière d'expression publique. On y a rajouté la loi Guesso. Bon, c'est comme ça qu'en France, on pense la démocratie libérale. C'est pas la façon américaine, états-unienne, c'est la façon française. On peut avoir un débat sur la loi Guesso si vous voulez, mais ça me paraît, cette façon-là de voir les choses me paraît assez conforme. Enfin, ne choque pas, disons, pas beaucoup la sensibilité française. Choque beaucoup les Américains. La loi Guesso choque beaucoup les Américains, mais ne choque pas les Français. Donc, à partir du moment où ce n'est pas imposé contre les attentes de la population, voilà. Quant à Russia Today, évidemment, il y a un risque de censure, je l'ai dit. Poutine lui-même, à une loi de 2012, a décrété, donc c'est la loi sur les agents de l'étranger, qui lui permet de stigmatiser en quelque sorte des auteurs, des militants russes, restés en Russie, en disant celui-là, il est agent de l'étranger. Donc vous avez une information sur leur site, quand vous allez sur leur site, attention, agent de l'étranger. Russia Today a été accusé d'une certaine manière d'être un agent de l'étranger en France, de la même façon. Donc on pourrait faire une symétrie. Peut-être faut-il la faire. Là aussi, c'est un débat. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on pourrait aussi demander, et c'est ce qu'on fait en réalité aux médias, de respecter un certain nombre de normes et de règles. Donc allons ouvrir la boîte de Russia Today, voir comment ils travaillent, à qui ils donnent la parole. Je l'ai dit, il y a un des principes régulateurs qui n'est pas tout à fait mort, loin de là, c'est le professionnalisme des journalistes. Est-ce qu'à Russia Today, on fait du journalisme? Ce serait ça la question. J'ai une idée de la réponse, mais je pense qu'il faudrait vraiment se poser la question de manière impartiale. Voir, est-ce qu'il y a vraiment des journalistes, est-ce qu'ils font vraiment un travail journalistique? Parce que si c'est que de la com', alors ça ne mérite pas d'être protégé par la question
de l'activité journalistique, à mon avis. Voilà. Sur ces questions, moi, je n'ai pas d'avis tranché, mais je pense que ça mériterait, il me semble, que ça peut être l'occasion d'un débat, d'une réflexion collective. Qu'est-ce qu'on veut comme média? Qu'est-ce que c'est du journalisme? Qu'est-ce que ça n'en est pas? Etc. Alors, sur l'autre chose, je dirais qu'en fait, les sentiments de supériorité qui peuvent animer des groupes complotistes sont un effet du renversement du sentiment d'infériorité ou d'humiliation subie. On le voit très bien aussi dans toute une partie des électeurs de Donald Trump. Ils se sentent humiliés dans leur mode de vie, dans leur vision du monde, par les bourgeois démocrates des grandes métropoles, pris pour des pecnos, pris pour des arriérés, etc. Ils subissent effectivement une domination qu'ils inversent. Ce serait ça le mécanisme qu'ils inversent. Non, en fait, c'est pour ça, par exemple, le suprémacisme, voilà. Le suprémacisme, c'est une inversion de quelque chose qui est vécu comme une domination subie, une humiliation. Donc moi, ce que je plaide pas pour la supériorité ou l'infériorité, pour moi, c'est lié en fait. Beaucoup de groupes qui sont victimes de domination, une des manières de s'en sortir, c'est d'inverser et de dire qu'ils sont supérieurs. Mais il y a une autre solution, ça serait qu'on soit dans une société égalitaire. Et donc, en fait, on arrêterait de penser qu'on est inférieur ou supérieur, on penserait plutôt qu'on est égaux. Et donc, la question là, c'est un des problèmes pour moi vis-à-vis des complotistes, c'est plutôt pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable en démocratie parce que ça menace la démocratie. Mais comme je le dis, le point de départ, qui est la critique des institutions, pour moi, il est correct, il est valable. Il faut travailler au moment où ça décroche. Et le moment où ça décroche, je l'ai dit, concrètement, c'est quand on ne fait pas d'enquête contradictoire, quand les gens ne font pas d'enquête contradictoire, mais quand même assènent des vérités. Et c'est ce moment où peut-être ils se sentent supérieurs à la masse, ils le décrètent, ils le disent, ils considèrent tous les autres comme étant complètement endoctrinés, etc. Donc ce moment-là, c'est le moment qu'il faudrait éviter. Je ne les blâme pas, mais je pense qu'il y aura des moments, ce moment-là, ce serait un moment où on devrait rediscuter pour éviter ce genre d'attitude et de réaction, en fait. Quand on en arrive là, c'est déjà un peu trop tard, presque, on pourrait dire. Ça veut dire qu'en fait, il y a ces sentiments d'humiliation qui sont très présents dans notre société, dans certains groupes sociaux. On l'a vu aussi avec les Gilets jaunes. Et on voit donc des réactions très négatives à l'égard des élites, parce qu'effectivement, il n'y a pas assez d'égalité pour moi dans la société. En fait, je dirais que la solution pour moi, c'est qu'une solution plus égalitaire et plus démocratique. Si on était dans une société plus égalitaire et plus démocratique, à mon avis, le complotisme baisserait. Voilà, c'est ça mon énoncé prédictif. Et alors, on peut le faire à l'inverse. On peut dire que une des sources du complotisme, c'est l'inégalité politique, le manque de démocratie dans la société. Voilà. Ce serait ça ma réponse. Mais je ne sais pas si elle vous convainc ou si elle vous satisfait, mais voilà. On continue. Vous êtes infatigable. Peut-être une dernière question alors. Bonjour. Merci pour cette conférence. Alors déjà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez lu le livre de Paul Václavic qui s'appelle « La réalité de la réalité ». Non. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Merci. En fait, en gros, dans ce livre, Paul Václavic énonce un concept qui est la réalité du premier ordre et la réalité du second ordre. C'est-à-dire qu'il postule que ce que je vois, ce que je ressens, en fait, il n'y a pas une réalité, mais elle est transformée par les prismes de mes représentations. Si je prends un exemple, on peut dire que la réalité du premier ordre, c'est il y a un cercle qui est en l'air, planté sur un poteau d'une certaine couleur, sur lequel il y a d'autres cercles en bas d'autres couleurs. Et la réalité du second ordre, c'est un feu tricolore. C'est-à-dire que la fonction qu'on va attribuer à ce que les sens voient, c'est la réalité du second ordre. Et ce que nos sens vont capter de façon brute, sans interprétation, sans attribuer de fonction ou quoi, c'est la réalité du premier ordre. Alors, ma question maintenant est la suivante. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple de l'élève avec la Shoah. Comment vous discuteriez avec les complotistes qui défendent bec et ongles malgré le fait qu'on leur présente justement des faits? Pour prendre un cas concret, lorsqu'il y a eu la condamnation de Marine Le Pen, je me suis baladé sur Instagram, sur les sites de Frontières, de CNews et tout. Et là, en fait, je voyais que des gens qui, et c'est leur méthode, c'est-à-dire ils vont attaquer la source. Donc ils vont attaquer les juges, ils vont dire que c'est des juges rouges, ils vont dire ceci, cela et tout. Et j'ai eu 2 ou 3 échanges avec certains d'entre eux, et il y a une discussion vraiment, j'ai envie de dire, irréaliste, où ils mélangeaient tout.
Ils mélangeaient, il y en a même un qui m'a parlé de Mélenchon, de Bayrou, de l'Ukraine, de la terre. Ils mélangeaient tout, en fait, pour ne pas parler de Marine Le Pen et des faits. C'est-à-dire le dossier qui fait, je crois, 150 pages ou je ne sais plus combien. Voilà. Des faits, c'est-à-dire telles personnes n'ont pas pu démontrer qu'elles ont réellement travaillé pour ce pourquoi elles étaient employées. Des faits comme quoi le majordome de Jean-Marie Le Pen a fait telle chose ou telle chose. Aucune réponse sur ça. Aucune. Et j'ai retourné le truc en disant, voilà, ben vous voyez. Donc leur première méthode, ça veut dire attaquer la source et attaquer justement ceux qui justement les attaquent en disant ils sont politisés, ils sont orientés. Leur deuxième méthode, ça va être, vous savez, il y a le sentiment, l'opinion et le fait. Le sentiment, exemple, je n'aime pas telle catégorie de personnes en France. Donc, ils vont créer une opinion. Telle catégorie de personnes est dangereuse. Et ils vont les transformer en faits, réalité du premier ordre. C'est-à-dire, de nature, de fait, telle catégorie de personnes ou de population est dangereuse, donc il faut l'éliminer, donc ça crée un climat de tout et de ça. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que ces personnes-là, pas juste c'est des citoyens lambda, mais aussi des personnes, des journalistes, des politiciens, des professionnels, qui veulent justement transformer cette réalité du premier ordre et qui veulent la transformer justement dans le sens qui leur convient à eux. Et ils veulent démontrer que ce que eux ils pensent, ben c'est normal. C'est normal de penser comme ça. Et que ceux qui ne pensent pas ça, ben c'est eux les complotistes justement. Et c'est eux justement qui sont arriérés. Et c'est eux justement qu'il faut abattre. Bon, je rappelle quand même que pour Marine Le Pen, c'est le juge qui a été menacé de mort. Bon, je peux citer Nicolas Sarkozy aussi, je peux citer plein d'autres cas. Mais ma question, c'est comment vous faites lorsque vous êtes confronté à ce genre de personnes, ou comme disait un ami à moi, mais ils me disent, mais tu sais, Mathieu, 2 plus 2 est égal à 4, mais pour eux, 2 plus 2 est égal à 5, donc s'ils sont persuadés de ça, ben, tu peux rien faire. Pour eux, 2 plus 2 est égal à 5. Ok, ben moi je lui dis, ben écoute, moi pour ma part, je ne vais pas lui démontrer ça, mais je vais quand même lui faire entendre autre chose. Donc je voulais savoir un peu comment vous vous situez par rapport à ça. Merci. Alors bon, pour moi, il y a vraiment 2 éléments très différents dans votre question. Une question de métaphysique à partir d'un livre que j'ai pas lu. Je vais en parler quand même sur ce qu'est la réalité. Et après, il y a une autre question qui est qu'est-ce que je fais avec des gens dont vous avez décrit là l'attitude. Bah, je commence par le premier élément. Donc, un premier ordre de réalité, il y aura un second. Alors, le premier ordre, je sais pas très bien. Enfin, parce que moi là, quand vous parlez, je pense à des tas de choses. Au schématisme kantien, enfin il y a beaucoup de modèles. La question de la réalité, y compris en sociologie, il y a, peut-être vous connaissez ça, 2 auteurs très connus, Peter Berger et Thomas Luckmann, qui ont écrit un livre, La construction sociale de la réalité. Donc la réalité, elle est construite socialement, c'est-à-dire qu'on n'accède jamais à la réalité. Même quand vous dites le cercle avec les cercles dedans, vous n'accédez pas à la réalité parce que la notion de cercle est une production, le mot est une production humaine, etc. Donc, il n'y a pas d'accès à la réalité, puis ensuite, il y aurait l'interprétation. Il y a toujours, alors s'ils entendent par construction sociale, c'est simplement qu'on a un accès à la réalité qui est médiatisé par des normes linguistiques, des catégories en français de cercle, qui n'est pas la même que dans d'autres langues, par exemple, on va utiliser un autre mot, etc. Alors même quand on veut avoir une description très prosaïque, très empirique de la réalité, on a déjà mobilisé du langage, ce qui veut dire qu'on a déjà mobilisé la société, parce qu'on a déjà mobilisé des normes linguistiques. Donc, ce que la sociologie nous dit, stop au fantasme d'un accès à une réalité qu'on pourrait appréhender indépendamment de l'activité humaine. Parce qu'au centre de notre rapport à la réalité, il y a l'activité humaine à laquelle on appartient, il y a la société qui nous a donné des catégories pour penser le réel. Bon, ça c'est la position sociologique. Alors à partir de là, si vous voulez, ça veut dire qu'il n'y a pas la réalité d'un côté qui serait indiscutable, et puis de l'autre des interprétations. Il y a plusieurs façons, disons, de construire la réalité, qui sont plus ou moins robustes par rapport à des normes scientifiques par exemple, ou de distanciation. C'est pour ça que quand vous dites « je leur objecte qu'il y a des faits », vous ne leur objectez pas la réalité, vous leur objectez des faits, vous le dites vous-même,
qui sont le résultat d'un travail mené par des magistrats. C'est parce qu'il y a un travail mené par des magistrats qu'il y a production de faits judiciaires. Les faits judiciaires n'existeraient pas sans le travail social mené par les magistrats, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de faits judiciaires sans l'institution judiciaire, ce qui veut dire qu'on a des faits judiciaires parce qu'on a ces institutions. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, il faut les défendre. Vous pouvez faire le même raisonnement sur les faits journalistiques. Il n'existerait pas de faits journalistiques sans le travail des journalistes. Il n'existerait pas de faits scientifiques sans le travail des scientifiques. Et derrière ce travail, il y a des institutions, il y a une certaine organisation de la société qui permet, et là on revient à la question des régimes totalitaires, où par exemple, dans un régime totalitaire, vous ne pouvez pas établir de la même façon des faits judiciaires. Ils vont être établis, mais ça va être différent. Vous voyez tout de suite qu'ils vont l'être selon des enquêtes non contradictoires, par exemple. Ce principe de l'enquête contradictoire auquel on revient à chaque fois. Donc, la réalité, pour la sociologie en tout cas, on la lie à la question de l'activité humaine qui va être productrice de faits. Alors, ces faits, ça veut pas dire qu'ils sont artificiels. Ils sont artificiels d'une certaine manière puisqu'ils sont le produit des humains, mais selon des normes. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est les normes de production des faits. C'est pas les faits eux-mêmes, c'est comment les faits sont produits. Et là, on en arrive à votre deuxième question. Donc, je l'ai dit, à mon avis, c'est toujours bien de discuter rationnellement quand même. C'est épuisant et ça donne pas des bons résultats. Ça donne des découragements. Ça peut être intéressant aussi pour soi-même parce que ça nous oblige à argumenter alors qu'on n'argumentait pas. Et ça oblige éventuellement à entendre des contre-arguments. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir aussi pour évoluer soi-même. Ce qui est à mon avis une bonne chose. Mais on n'arrive pas à y faire évoluer l'interlocuteur. Au fond, c'était aussi le sens de mon propos. La solution n'est pas au niveau argumentatif, n'est pas uniquement au niveau argumentatif, elle est dans les relations sociales, elle est dans les groupes, et elle est dans les relations entre les groupes. Si vous voulez, si les gens sont mieux intégrés socialement, si les gens étaient moins dans des situations professionnelles ou personnelles délicates, etc., ils auraient peut-être moins tendance à adhérer à des idées complotistes. Donc si vous changez les conditions de vie des gens, vous changez leur envie de complotisme. Si vous améliorez la démocratie dans la société, vous diminuez l'envie de complotisme. Moi, je vois la tendance au complotisme, je l'ai dit tout à l'heure, comme un symptôme d'un manque de démocratie. Donc, on ne pourra pas le régler uniquement par des arguments, il faudra le régler par des éléments qui touchent l'organisation sociale et sa régulation, et donc, par exemple, par le fait, effectivement, que les groupes sociaux se parlent plus, que des groupes qui se sentent infériorisés ou ringardisés aussi souvent, c'est ça, on rejoint ce que vous disiez, me semble-t-il, il y a des gens qui pensent qui se sentent ringardisés, qu'on les prend de haut, et ça va pas non plus, et ils peuvent, retourner la situation en devenant violents et en écoutant, en sortant du cadre démocratique. Peut-être une des manières quand même de pas tout lâcher, c'est de continuer à discuter dans la mesure du possible, de manière plus ou moins rationnelle. Moi aussi, j'ai fait le même type d'expérience que vous. C'est vrai que on s'épuise, et ça rejoint quand même ce que je disais sur même si c'est pas la même chose, sur les mouvements sectaires, c'est-à-dire que de part et d'autre, on n'a plus envie de se voir, en fait. C'est épuisant, donc c'est aussi le risque, c'est la rupture définitive du lien, qui peut être particulièrement douloureuse quand c'était des amis ou quand c'était des parents, enfin des membres de sa famille. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est quand même d'arrêter. Merci pour votre écoute.